Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux, bienvenue dans la fabuleuse histoire du catch américain. Je suis Norbert Feuillant et avant toute chose, j'aimerais dire une chose. Rabi va bien. Hein, ça va mieux mon Rabi? Ça va. Il était malade, on a dû repousser l'enregistrement. Ouais. Ah oui. J'étais pas non plus mal à la creux, mais c'est-à-dire que j'éternuais, je mouchais beaucoup. Peut-être qu'on entend que je suis un peu pris. Je tousse beaucoup, je risque de tousser peut-être un peu. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Est-ce que tu vas tousser la chatte à la voisine surtout? La tousser. La tousser. La tousser, je la tousserai avec plaisir. Hein. Bienvenue dans cette 4e édition, on est sur Mixcloud, on est sur YouTube, vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook La Fabuleuse Histoire du Catch Américain et sur Twitter @NorbertFeuillant ou #FHCR. On a eu plein de réactions pendant les 15 derniers jours. Ah ouais. Je crois que Marc Blondin, qui est là d'ailleurs, on peut l'accueillir. Je t'ai pas dit bonjour Marc, comment ça va? Moi aussi je suis un peu enrhumé, bonjour mesdames, messieurs. C'est pas dur pour moi de faire mesdames, messieurs. Oui. Que je suis enrhumé. T'as de plus en plus de succès en tout cas sur les réseaux Toujours. sociaux, surtout les gens qui suivent La Fabuleuse Histoire, en tout cas, Oui. bravo à toi. Ah ben merci. Tu renoues avec le succès un petit peu comme il y a quelques années avec le CL-Pod et le Brainbuster. Complètement, c'est une deuxième jeunesse pour moi. Ce qui m'a permis d'ailleurs de gagner le Royal Rumble. Hein. J'espère que. Et bravo, tu as vu, et on applaudit Rabi, on peut applaudir Marc Blondin Oui. quand même pour le Royal Rumble. Oui. Il l'avait dit, il l'avait fait. On parlera de Petit Lu tout à l'heure qui sur Twitter nous a fait un super beau dessin. Un photo. Une photo. Il nous a. Pardon. C'est lui qui m'a pris en photo. Il t'a pris en photo. Bravo Oui, pour oui. la victoire du Rumble. On avait pronostiqué Triple H. Moi je m'étais pronostiqué, mais bon en même temps je savais que j'étais bouqué. Ah oui, donc t'as spoilé. T'as pas eu des problèmes avec la WWE d'ailleurs les Non, ils écoutent pas. Ils écoutent pas, d'accord, Non. très bien. Donc c'est bon. On salue quand même Triple H. On va parler de les réussites de WCW. L'angle, c'était que on dit toujours ce qui n'allait pas chez WCW. Il y a des dizaines de livres, des DVD, des docs, des podcasts en pagaille, en veux-tu, en voilà, sur la chute. Mais on n'a pas on parle rarement de ce qui était bien la WCW parce que je pense qu'à l'image de ce truc à Wrestling Isn't Wrestling, tu sais, ce documentaire sur Hunter. Et il dit à un moment le catch il y a beaucoup de trucs merdiques dans le catch, mais quand c'est bien fait, c'est super bien fait. WCW c'était un peu ça aussi. Quand c'était bien fait, c'était très bien fait. Ils ont fait des choses super, on y reviendra un petit peu après la lecture du courrier des auditeurs. N'hésitez pas à réagir en masse sur les réseaux sociaux. J'en profite pour saluer Sturi, Ludivine et Rudy de C'est ça le catch FM, #3CFM. Merci à Sturi encore pour les visuels de l'émission. Et Marc, tu as peut-être beaucoup de courriers à nous lire cette semaine. On t'écoute, les fans de La Fabuleuse Histoire, #FHCA nous ont écrit des petits messages. Oui, alors on va pas traîner parce que on a un maximum de choses à voir. On va commencer d'abord par Twitter. On fait Twitter. Le générique. Comme d'habitude, voilà. On a Matrco29 qui nous dit « Je viens de découvrir la FHCA et c'est du très très bon, 2 points, des majuscules. Allez vous abonner. » On a Spaceboy qui nous dit « @NorbertFeuillant, parfait, merci pour l'émission que j'écoute en ce moment même. C'est excellent comme d'habitude. » Merci beaucoup. On a Nelson Pereira qui nous dit « @NorbertFeuillant, perso, mon thème préféré c'est celui des New Blackjacks. C'est pas vrai, mais comprenne qui pourra wink wink, #FHCA. » C'était le générique du CL-Pod, en effet, le thème des New Blackjacks et de Justin Hawk Bradshaw. #PPVAB1, #Laidback qui nous dit @NorbertFeuillant, excellent, FHCA cette semaine encore. De toute façon, dès que ça parle catch old school, je suis partant. Podcast top. Pour nous vous rappeler, on parle de l'émission précédente, d'il y a 15 jours, c'était les ratés de WWE. De plus, je vous rejoins sur les sujets des ratés abordés, que ce soit Vader, Doink, en passant par la carte de WrestleMania 8. Bon, en même temps, sur ce sujet, il y a matière pour faire au moins une demi-douzaine d'émissions. Et merci à Papy Rabi d'ailleurs pour sa contribution lors de la dernière émission. Il n'est pas encore arrivé, on l'entendra peut-être, s'il a quelque chose à nous dire un petit peu plus tard, Papy. Petit Lu qui nous dit @NorbertFeuillant, je viens de découvrir votre super émission, c'est vraiment génial, j'apprends plein de trucs. Petite question, avez-vous trouvé qui est ce Ice Vincent? Je cherche désespérément. Alors je lui ai répondu sur Twitter, où il y a aussi Bruno Lazarette, Bob Lazarette, qui a mis un petit truc sur Facebook. Oui, c'est un catcheur anglais de la FWA, en effet, qui avait été recruté à l'époque par WWE. J'ai pas cherché plus que ça, je sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. Poulpe Jaune qui nous dit @NorbertFeuillant, @Sturricane. BSR, grâce à Sturi, j'ai découvert votre émission. Alors BSR, c'est pas le diplôme pour les mobilettes, c'est bonsoir. C'est bonsoir. Bonsoir, oui. Bon, ben bonsoir alors, grâce à Sturi, j'ai découvert votre émission, j'ai écouté les 3 émissions, j'adore, 2 points, fermez la parenthèse. Et on salue Sturi qui sera d'ailleurs à Paris Manga ce week-end au Parc des Expos, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un mec passionnant, c'est mon pote, c'est notre pote, bisous à lui.
Mathieu, Matdu6255, qui nous dit Norbert Feuillant, hier, l'air de rien, en fêtait la dernière apparition de CM Punk à la WWE. Ça fait déjà 2 ans que c'est long. Égal slash. Égal slash. C'est un smiley qui a la bouche de travers pour dire qu'il est un petit peu ronchon et CM Punk nous manque beaucoup. On en a parlé il y a un mois dans la fabuleuse histoire. N'hésitez pas à écouter cette émission sur CM Punk. Et CM Punk, il est un peu ronchon aussi. Il est un peu ronchon. C'est pas le mec vraiment heureux de façon générale ni avenant, je crois, CM Punk. Fozico qui nous dit hashtag FHA Norbert Feuillant. Dommage que vous n'ayez pas parlé de Drew McIntyre, Galloway pour les plus gros ratés de chez WWE. Alors Rami, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'avais un petit peu une pensée pour lui, mais finalement je l'avais pas inclus dans l'émission. Ça a pris ailleurs, hein, ça a pris partout sauf à la WWE. Donc, oui, et puis ça a pris quand même dans des dimensions un petit peu, bon, c'est pas non plus... c'est pas fantasmagorique. Donc ça marche à la TNA, mais forcément... Je veux dire, à un moment donné, sans cracher sur la TNA, il paraît que c'est pas trop mal ce qu'ils font. Leurs ratings sont en grande hausse en ce moment, d'ailleurs, dans la TNA. Forcément, pour passer de 200 000 où ils étaient descendus, c'est toujours plus facile aussi. Mais après, c'est vrai que réussir chez TNA, c'est toujours plus simple. Mais c'est vrai qu'aussi, WWE a un peu chié dans la colle avec Drew McIntyre. De là à en dire c'est un gros raté. Disons que c'est un gros raté vis-à-vis de comment ils avaient commencé. C'était le Chosen One, c'est le fameux gimmick. Le premier c'était Jeff Jarrett qui avait incarné ce gimmick à WCW. Voilà, c'était le Chosen One de Vince McMahon, donc on se disait bon, ça allait être incroyable, et puis au final, bon. En même temps, il a pâti un petit peu à ses débuts, ils lui ont fait affronter des mecs comme R-Truth, des trucs comme ça. Il y a eu une époque où Ryback c'était pareil, où il faisait des débuts, c'était censé être fracassant, mais il battait toujours le même jobber comme tous les mecs d'avant. Et c'était peut-être pas le meilleur moyen de lui faire se faire remarquer finalement, quoi. Surtout, c'est pas perdre contre Kane. Son premier match, c'est jamais le bon moyen pour. Il a perdu contre Kane dans son premier match. Drew McIntyre, ouais, il a été invaincu pendant une éternité. Il avait perdu contre Kane, ouais, son premier match, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà. C'est pas non plus, oui, c'est sûr. Le Jabber qui nous dit merci pour cette 3e émission. 5 étoiles, étoile. Merci Jobber. Jack Jones qui nous dit Norbert Feuillant. Alors ça par contre c'était un petit message perso. Et lui par contre je sais qu'il nous écoute. Eh oui. Notre idole Bret the Hitman Hart est atteint d'un cancer de la prostate. Souhaitons qu'il lui mette un bon sharpshooter. Alors c'était pas écrit prostate. C'est vraiment un enfoiré parce que t'étais pas obligé de faire. J'aime pas. D'ailleurs, oui, il y a eu 2 mauvaises nouvelles ces derniers 15 derniers jours. Il y a eu le décès de Axel Rotten, figure de proue de ECW à 44 ans, c'est jeune quand même, c'est à 44 balais. Ouais, moi je pensais qu'il était plus vieux aussi, il a fait les belles heures du hardcore à la ECW, excusez-moi. Et le cancer de Bret Hart qui est mon catcheur favori, donc évidemment je m'en réjouis pas. D'ailleurs on va vous le dire, dans 15 jours, parce qu'on ne va pas attendre, si jamais ça se passe mal, on ne veut pas attendre que ça se passe mal pour en parler, on va parler dans 15 jours de Bret Hart, c'est le thème de l'émission qui est à venir. On attend vos réactions sur le Facebook de la fabuleuse histoire et sur Twitter également ou sur YouTube et Mixcloud. Bret Hart dans 15 jours, c'est le thème de notre émission numéro 5 de la fabuleuse histoire. On t'écoute Marc. Ça va être bien. Ça va être bien. On a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire. Moi, c'est mon catcheur favori. Toi, c'est un de tes 3 catcheurs favoris. Un de tes 2, c'est un de tes 2 catcheurs favoris. Aussi, petit appel. On a l'intention, sans doute, de faire une émission live sur YouTube. On a quelques idées de thèmes qui traînent par-ci par-là. Essayez de nous proposer des idées de thèmes que vous voudriez pour un podcast live. Est-ce que vous voulez un podcast live? Est-ce que vous en avez envie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? De quoi voulez-vous que nous parlions? On vous laisse nous suggérer tout ça sur les réseaux sociaux. Marc, à toi, excuse-moi. Oui, pas de problème. Et puis bon, de toute façon, suggérer, mais c'est nous qu'on choisit. C'est vrai que c'est nous qui choisiront au final. Je rigole, bien évidemment, suggérer. Moi, j'avais mis peut-être Triple H ou Steve Austin ou NXT. Voilà, c'était mes trois. Moi, je pensais à Shawn Michaels. Tu pensais à Shawn Michaels? Non, je pensais pas à Shawn Michaels parce qu'à un moment donné, il faut pas faire une émission. Enfin, si. Mais... une sur Bret, on peut en faire une sur Michaels un peu plus tard. Oui, mais plus tard. Plus tard, bon, on arrive. Alpha, notre ami Alpha qu'on salue, qui nous a proposé avec Sturi et nous deux de faire un podcast en commun avec lui. Ouais. On y réfléchira. Merci pour ta vidéo. Je vous encourage tous à aller la voir sur Twitter. C'est @AlphaRodo. @AlphaRodo. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa petite vidéo d'appel. Merci à lui en tout cas de penser à nous. Et nous dit oh my God, Bret Hart. Je suis choqué. Courage, because the best there is, the best there was, the best there ever will be. 3CFM. Hashtag FHCA, c'est compliqué ces histoires et je ne m'y fais pas. Ah bah oui. Après, on a des réactions sur la dernière émission. Ah oui, la dernière émission sur les ratés. Sur le Twitter et après on passera au Facebook. Tes génériques sont de mieux en mieux. Je pense que tu devrais en faire un métier. Hein. Alors, j'en fais un métier. Ah oui, oui, je fais une banque de sons. Comment va Michel?
Oh là, le pauvre, paix à son âme. Il est décédé, ça y est? Pas encore. Pas encore, ah bon. Mais ça ne saurait tarder. Alors, il était, tu sais, un blob de fromage fondu. Hein, oui. Et ce blob de fromage fondu s'est transformé en dessous de plat. Et figure-toi que ma bière, tout de suite, est posée sur... Ah, mais c'est Michel, salut Michel. C'est Michel, salut Michel. Oui, un beau dessous de plat. On vous enverra une photo, je vais la prendre tout de suite d'ailleurs, la photo du dessous de plat prends en live. Hein. De Michel le tourneur, en tout cas. C'est Michel. Est-ce qu'on peut cacher la voilà. Hop là, on sait jamais. Alors, regarde, hein, c'est Michel. C'est Michou, hein. Voilà, mais il a beaucoup de mal à parler avec nous. Ah, oui. Mais Michel, tiens, je mets ma main devant. Voilà, hein. Clique. Voilà. Hop là, la photo est prise, on vous la mettra sur le Facebook de la fabuleuse histoire. Il y a une photo de Michel, c'est la photo la plus récente qu'on ait, de Michel le tourneur, dessous de plat de son état. Donc les réactions sur l'émission WCW, Petit Lu. Oui, encore une fois, Petit Lu, salut Petit Lu. Qui fait Ad Norbert Feuillant, Marc Blondin, bien sûr, aujourd'hui récent vainqueur du Royal Rumble et champion de WWE. Ah bah oui, belle réussite de la WCW, bravo Marc. Alors ta vie de champion, comment ça se passe? Et pourtant, c'est ce qu'il avait écrit, mais pardon, j'ai mal pris les notes, c'est ma faute. Ah bon? Oui, parce qu'il y a marqué thème de l'émission WCW, il y a ça juste en dessous. Oui. Je me suis planté, hein. Bah non, c'est ça, c'est sur le thème sur la WCW, les réussites de WCW. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que je suis con, je croyais que tu te foutais de ma gueule. Non, oui. Absolument pas. Par contre, je tiens à dire que j'espère que le booking de WWE me sera sympa avec moi, parce que Brock Lesnar, j'ai pas spécialement envie de l'affronter. Okay. Je te cacherai rien. D'accord. Il nous dit sinon, Ad Norbert Feuillant, sinon en tant que gros fanboy, je dirais Sting et la division Cruiserweight en général. Alors il y a 3 sujets comme ça qui ont fait de l'unanimité, en tout cas pour les réussites de WCW. Évidemment qu'on va les couvrir, on va y revenir dans quelques minutes, Marco. Le Jobber qui nous dit Ad Norbert Feuillant, Goldberg, NWO, la musique de Nitro, le hold-up des stars de la WWF. Et Glacier, bien sûr. Et Glacier, bien sûr, le catcheur que tu détestes le plus, Marc. Oui, j'aime tout, sauf le Glacier. Pour moi, c'est le Glacier. Hein. Hashtag PPVABA, hashtag Laidback qui nous dit Ad Norbert Feuillant, bon, ça ne va pas faire plaisir. Marc Blondin, mais la NWO, c'est pour la vie. Hashtag Michel Le Tourneur, Voice, hashtag WCW, hashtag NWO, hashtag FHCA. On pourrait demander à Michel, hein, mais c'est un dessous de plat. Donc il ne parle plus, oui. Il nous dit aussi, cool, pour une fois que le sujet est en faveur de ce qui a marché à la WCW et non pas ce qui a causé sa perte. Ce qui a fait la réussite de la WCW est clairement la NWO, les Luchadors, Eddie, Ray, Jouvy, etc. Goldberg, la feud Sting contre la NWO, 18 mois à nous tenir en haleine chaque semaine. Les Cruiserweight, Malenko, Jericho, des petits points. Ah oui. Sturi qui nous dit avis à Norbert Feuillant pour un prochain hashtag FHCA à faire sur les destins croisés. De Randy Orton et John Cena. Ça par contre. T'étais pas pour, Rami? Non, c'est bon, John Cena, Randy Orton en fait. Je comprends que ça. On en a quand même soupé pas mal depuis 2007. Alors dans l'absolu, c'est une bonne idée. Oui. Mais. Encore en parler. Dans 5 ans peut-être. Non, oui, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des parallèles et des croisements intéressants entre les deux. Et merci à lui pour le gif qu'il nous a mis sur ce tweet, avec un excellent finish à No Way Out 2008 de Orton qui gifle Cena pour garder sa ceinture. Ah, génial. Et enfin, sur Twitter, pour finir, Jérôme Clabot qui nous dit « Norbert Feuillant, @FHCA, je suis fan de Papy Rabbi que je viens de découvrir aussi. Ouvre les guillemets, c'est nul, on dirait un match de CFA le dimanche, tu as 15 clampins qui disaient c'est mon fils, qu'est-ce que j'ai ri, 2 points, fermez la parenthèse. » C'est vrai que c'est une très bonne blague, Rabi. Oui. Et Jérôme, que je salue, meilleur ami de Ludivine, de C'est ça le catch FM, c'est mon copain, Jérôme. Ça me fait plaisir d'avoir de ces nouvelles, je t'embrasse, j'espère que ta santé va bien. Bisous à madame également, on a du Facebook également, on a du Facebook, on en a une chienne. Ah oui, oui, on a du alors là, c'est les réactions sur l'émission de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Si mes souvenirs sont bons. Je suis de plus en plus enrubé. Nelson Pereira qui nous dit super émission encore. Je voulais juste réagir à un truc. Le Royal Rumble 2006. C'est possible que j'idéalise ce show parce que bon, j'avais 12 ans. C'était mon premier DVD de catch et mes 2 catcheurs préférés au monde à l'époque. Rey Mysterio et The Hurricane sont les 2 au top du top. D'ailleurs, on rit avec toi, on ne se moque pas. Oui, d'ailleurs, le Cruiserweight Opener, j'en garde un super souvenir. J'ai peur de le revoir avec les yeux de maintenant. Après vous avoir écouté, j'avoue. Sinon, perso, je vois bien Triple H gagner le Rumble aussi. Ce serait logique si storyline m'en parle. Alors, par contre, faut qu'il arrive en 30e comme un bâtard ou alors qu'il se fasse lui-même 31e. Ce serait intelligent aussi. Alors, sans déconner, bonne prédiction en tout cas, en l'occurrence. Maintenant, t'aimes ce que tu veux, hein, Nelson, hein, si t'aimes le Rumble 2006. Oui. Nous, on aime des choses honteuses qu'on ne nous dira jamais parce qu'on est censé avoir
une image de marque, mais ça, Blondin. Hein. Ouais. Mais ça, on en parlera peut-être un autre jour, peut-être un sujet sur ce qu'on n'assume pas dans le catch. Enfin, je vais tout de suite citer Disco Inferno et pour Rabi, l'Ultimate Warrior. Voilà, on enchaîne. Oui. Jean-Christophe pareil qui répond, mais bon, il répond comme quoi c'était pas mal, mais c'était pas non plus génial. Hein. Voilà, on va. Il parle du Rumble 2006. Oui, bon, c'est une réponse, on va pas. William Close, salut William. Salut notre copain William, oui. Qui nous dit, moi pour regarder Raw et SmackDown, je me drogue et je bois. Raw à 3 heures, c'est trop. J'espère qu'ils vont pas encore planter le Rumble. Et non d'ailleurs, hein, parce qu'on a adoré le Rumble 2016. C'était hyper bien. Le Rumble match était super, l'opener était super, l'undercard très solide. Excellent. On a marqué comme des porcs sur AJ Styles, comme tout le monde, hein, comme le monde entier. Une des meilleures entrées, je crois, que j'ai vues depuis très longtemps à la WWE. Et le retour de Sasha Banks, moi j'ai marqué Owen Ambrose, c'était très bien. Et ce finish quand Reigns se fait virer en avant-dernier, quand même, quelle surprise. Ah non, c'était super. C'était hyper bien. Bravo à WWE pour ce Rumble. Vraiment. Je crois que c'est le meilleur depuis 2010, hein, d'ailleurs, de Rumble. Hein. Parce que 2011, c'est Del Rio, 2012, Sheamus, 2013, Cena. Après, c'est Batista, Reigns. Ouais, c'est d'autres. C'est ça. En même temps, c'est pas dur de faire mieux que les dernières années. c'est vrai. Alors, on en est où? On est où, Marc? Fabien Kaminski. Fabien Kaminski, l'heure et demie est passée très vite. Mention spéciale à Marc Blandin et Raymond en leur demande. William Close qui nous redit bonne émission, c'est encore une fois, bravo les gars. Kevin Barr, Marc Blondin m'a fait pleurer de rire, ça me fait plaisir. Mais à culpa pour Yokozuna, me semblait qu'à un moment le WWF lui avait fait prendre du poids pour sa gimmick, je ne sais plus quand, où j'avais pu lire ça. Très bonne émission, une fois plus, toujours très intéressant. Papy Rabi au top du top, vivement la prochaine. Savio. Vega. Thomas Dupont, salut. Thomas Dupont qui nous dit pour la prochaine émission, je propose à l'heure de Nakamura et Itami, les japonais dans l'histoire du catch américain avec Inoki, Muta, Okada, Mr. Fuji, c'est Mr. Fuji, Tajiri, Ultimo Dragon, Liger, Suzuki, Kabuki, Sasuke, Otani, Tangan, Wakushi, Yoshitatsu, Kong, Nakano, etc. Donc, il nous a fait toute la liste des catcheurs japonais. Il a fait l'émission, mais merci en tout cas. Merci Thomas. Oui, non, c'est pas une mauvaise idée, mais. Mais il n'y a rien à dire à part que c'est raté en fait. À part que, il y a que Liger, la WCW, Ultimo Dragon, Tajiri. Oui, dans une moindre mesure. Fuji, dans les années 70, 80. Ouais, et le reste, c'est bon. Parce que Muta, la WCW. C'est une blague. C'était une bonne blague. Otani, c'était pas mal au début. Il y a un super match contre Eddie Guerrero, je sais plus à quel pay-per-view, la WCW, dans un tournoi. Et Bull Nakano, j'aime beaucoup son match contre Alundra Blaze à SummerSlam 94. Je le conseille à tout le monde. J'adore ce show d'ailleurs, SummerSlam 94. Ouais. Oui, non? Si, c'est pas mal, ouais. Le main event surtout. Ah là, Undertaker contre Undertaker, ça faut le voir. Putain, les gars. Il faut si le vous voir. n'avez pas eu ça, vous avez raté quelque chose dans votre vie. Jean-Christophe Paré qui nous dit c'était un excellent podcast. J'ai vraiment adoré, vous êtes trop bon. Merci, JCP. Un petit correctif, le Brian Sheamus de 18 secondes est ressemblé à 28, qui est un bon show, je trouve. Il ressemble au 24, qui est un de mes WrestleMania préférés, très souvent oublié. Fandango apparaît à WrestleMania 29 à New York, qui lui est assez passable pour moi. C'est exactement ce qu'on avait dit. Ouais, mais on s'est dégouré de. Non. Non. Ah si, merci à Jean-Christophe. Arrête de mauvaise foi. C'est exactement ce qu'on avait dit. Alors, c'est exactement ce qu'on avait dit, et je suis le champion de WWE, comme tu dis, je dis ce que je veux. Sinon, j'ai une idée d'émission. Les pires storylines et segments sont plongés dans l'attitude et rap parce que sinon, on s'en sort plus. Mais je pense à KTV, que les storylines impliquant Kane et Lita contre Matardi et surtout Steve. Oh là là, c'était qui shoot dans le bébé quand même. C'était bien. C'était super. Et Zach Gowen, entre autres, à la WWE. Oh, pas d'accord, Zach Gowen. Judy Bagwell en a un pole match, pardon. Le Shockmaster et le putain de Yeti, une momie géante, comme explique le rapport avec un Yeti. Bordel, le Finger Poke of Doom, entre autres, à la WCW. Et si vous avez vraiment du courage, un peu de TNA, avec, entre autres, parce que là aussi, c'est des stories à 98% de CACA. La story de Claire Lynch en 2012. Oh là 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 là. J'ai une crise d'angoisse, rien que d'y penser, mais ça m'a toujours éclaté. De voir le catch vouloir utiliser des histoires sensationnalistes alors que c'est le spectacle in-ring qui doit prévoir. Voilà, merci encore pour vos émissions. C'est à débattre, hein. C'est toujours le côté le spectacle in-ring qui doit prévaloir. C'est à débattre, ça c'est une bonne idée de débat. Hein, oui, parce que moi on s'est souvent pris la tête d'ailleurs avec Céline. Ah oui, Céline, notre ami, qui est le troisième larron. Oui, hein. Le troisième larron, lardon, le troisième lardon. Oui, de la farce. De la farce, hein. On s'est souvent pris la tête là-dessus. Je t'aime Céline, tu sais. Notamment, oui, oui. On s'est souvent pris la tête dans les anciens, d'ailleurs, Brand Buster, parce qu'on n'a jamais été d'accord là-dessus. Mais oui, on va pas rentrer dedans, mais je suis
Je suis mitigé, moi, là-dessus. Et William Regal, d'ailleurs, je fais juste ce petit aparté, qui est quand même un des catcheurs les plus techniques et les plus formidables dans le ring. Voilà, quasi ever. Hein. Dans le catcheur européen, il y a lui, le Bulldog, David Kidd, qui, je parle de ceux qui ont percé aux États-Unis. Bref. Et dans la sympa émission Table for Free, là, sur le network, il bouffe avec Sheamus et Wade Barrett dans un truc King of the Ring, et il dit que ce dont les gens se rappellent, c'est jamais spécialement les bons matchs. Lui qui est quand même le roi de la technique, mais les segments fun. Pour lui, le catch, ça doit être du divertissement. En même temps, le mec voulait être comique s'il avait pas été catcheur. Il voulait être comique, pas comique. Il voulait pas être Batman ou Superman, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Et il dit que lui, son moment préféré, c'est quand il était arrivé en talon aiguille une fois à Raw, parce qu'il avait fait rire les gens, et que pour lui, voilà. Donc, quand t'as un mec comme William Regal qui dit ça, et pas qu'il détienne la vérité non plus, mais ça prouve bien qu'à un moment donné, le but du catch, c'est non seulement d'avoir des bons combats, mais si derrière... Genre, allez, pour preuve, et après j'arrête. Non, c'est très intéressant, tu peux continuer. C'est Raw. Actuellement, il y a un roster incroyable. Warcrate, c'est exactement ce qu'on s'est dit cet après-midi. Pendant l'Attitude Era, que tout le monde se branle dessus. Il n'y avait pas le tiers du quart du Warcrate actuellement. Il y a des très bons matchs partout, mais on s'en fout. Parce que c'est pas divertissant, parce que les storylines ne sont pas bonnes, et un bon combat de catch sans storyline derrière, ça vaut la peau du... Michael Slayer, SummerSlam 24, très bon exemple pour illustrer ça. Voilà. Qui est un match excellent, mais parce qu'il y a la storyline derrière aussi. CM Punk John Cena, c'est un excellent match à Money in the Bank 2011, mais si tu enlèves la storyline derrière l'ambiance de Chicago et tout, c'est un tout. Le meilleur des combats de catch, mais tu le fais dans une salle où il n'y aura pas d'ambiance, ce sera, au lieu d'être 5, ben, ce sera 3, un quart, ce sera une super technique, mais ce sera pas intéressant à regarder. Donc, c'est un petit peu de tout, c'est comme le football à un moment donné, est-ce que dominer c'est gagner, est-ce que bien jouer c'est plus important que gagner? Tu peux te tromper. Je peux me tromper, mais à un moment donné, 3 points, c'est 3 points. Coach Courbis, d'ailleurs, qu'on va sans doute recevoir dans l'émission sous peu. Merci Rabi, c'est pour ça que tu es mon expert, mon ami, mon amour. Si, pour en revenir à Guillaume Régal, si vous avez 8 minutes à tuer, une dizaine de minutes même, mais pas plus, allez sur le network ou choper sur une plateforme légale. William Regal contre Chris Benoit de No Mercy 2007. Excellent combat. C'est un combat de derrière les fagots 2006. Il est mort en 2007. Et Benoît est mort en 2007. Il revient en 2006. Très autant pour moi. Merci. C'est pour ça que tu es là. Tu es mon expert, mon ami, mon amour. No Mercy 2006. Retour de Benoît contre Regal. Excellent match. C'est un peu une sorte de One Two Three Kid Owen Hart moderne. C'est excellent. Ça se met des coups des chops dans le front. Et toi qui connais beaucoup d'anecdotes, parle-nous du défi que Regal et Benoît se lançaient quand ils s'affrontaient. Oui, ils se mettaient des coups de boule. En fait, c'est le premier qui saigne qui a perdu. Voilà, c'est ça. C'était un petit défi pendant les matchs qui se donnaient en caille. Exactement. Et c'est l'amitié. Hein. c'est l'amitié entre Benoît et Regal. C'est l'amitié virile. Allez, Marc. Philippe Marcignac, quel plaisir de vous entendre les mecs pour le Yes Movement lancé au Raw après WrestleMania, c'est le 28, oui, blablabla, le WrestleMania 29 Fandango, c'est ce qu'on a dit. Pour Barrett, je pensais qu'après ce même WrestleMania 29, il avait vu la massive pop qu'il reçoit lorsqu'il base le Miz pour le titre intercontinental. C'est vrai. Ah, c'est vrai, super pop. Hein. C'est à mon sens à partir de cette opportunité parlons gâchée qu'il a été relayé au second plan. Quel dommage quand on voit les efforts physiques qu'il a produits. Sur l'invasion, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment ça? Et pourtant, Rabi donne justement l'argument du Star Power. Continue la phrase. Heureusement que tout le monde n'est pas arrivé en même temps. Je n'ose pas imaginer le bordel que ça aurait donné. Bon séjour Nono et Bizaldo. Oui, j'étais au Portugal, j'ai vu Aldo Montoya, on a mangé du poulpe, c'était excellent. Bon, il a l'air de pas être d'accord après. Rabi, il faut qu'il vienne faire une émission. Reviens à Bordeaux, Sturi. Sturi, reviens à Bordeaux avec Ludivine, on fera une émission tous les quatre, ce sera hyper bien. Merci pour ton retour en tout cas. En effet, on n'a jamais dit qu'il fallait que tout le monde arrive en même temps. Si. Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 Ok. Olivier Pinson. Salut Olivier. Apparemment, il n'est pas gay comme un pinson. Hein. Elle est bien ça. Elle est bien. Encore génial ce coup-ci, le Rumble Match 2006, car c'est celui où la femme a fait le plus marqué des Rumbles.
Sinon, qu'est-ce que cette semaine était une bonne barre de rire. Et le 2006, il cartonne, hein, le Rumble 2006. Je suis très étonné. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Mais... Jérémy Wick, un vrai plaisir d'écouter vos émissions. Ça m'a renvoyé à la belle époque du Cellpod dont je me refais l'intégrale en ce moment. Bonne continuation. Bisous Jérémy, en tout cas. Merci à tous de nous suivre sur le Facebook de la fabuleuse histoire du catch américain. Sur Twitter, c'est @NorbertFeuillant ou hashtag FHCA. Ensuite, on avait... Ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ouais, attends, je monte. Blondin, ta victoire. Il y a des gens qui ont réagi, non, à la victoire de Marc Ouais. Il y a Jean-Christophe Paré qui dit première décision du nouveau champion, remplacer cet immonde artefact de magasin de jouets par la majestueuse ceinture de champion du monde poids lourd WCW, celle de Ric Flair, parce qu'on veut atteindre les sommets. Et Philippe qui dit deuxième décision quand on vise les sommets, porter des coups de savate en pleine gueule de Martis Berabaisieux. Super arrivé du chat Miller d'ailleurs. Je crois que c'est Slamboree 4, ouais. Je sais plus excellent le chat, on adore le chat, on n'en parlera pas parce que c'est pas non plus une réussite WCW, mais on aime beaucoup le chat Miller. Ouais, et puis il s'en bat les couilles. Et puis, parce que Rabi dit toujours que Ernest Miller a l'air de s'en battre les couilles. Il s'en bat grave les couilles. Alors, à propos du sujet de ce soir, les réussites de WCW, vous allez voir qu'il y a 3 sujets ou 4 qu'on va forcément couvrir. Déjà parce qu'on est d'accord et en plus parce que c'est vous qui les avez choisis. On t'écoute, Marc. Ludovic Beauchamp, la NWO. Il dit juste ça, bon pourquoi pas, hein, là, oui. Sébastien Hernandez qui dit Marc Blondin est une réussite Berabaisieux. Ah ben alors là, moi je suis complètement d'accord avec toi Sébastien, tu es mon préféré. Merci. Et Fabien Kaminski qui lui répond chose certaine, la lutte WCW Nitro c'est en rythme, en musique et en beauté. J'avais pas vu ce avec commentaire. les Nitro Girls. 1, 2 et 3. Berabaisieux, on éteint les lumières et on ferme les rideaux. La NWO c'est pour la vie, Blondin. Oui, et on monte sur le 3e câble aussi. Stéphane Hogan qui nous dit la rivalité NWO et Four Horsemen et la magnifique carrière de Goldberg. Olivier Pinson, fort intéressant, j'ai peu de connaissances WCW, je pense que cet épisode sera très instructif, merci les gars, c'est nous. Olivier Zwick qui nous dit la création de la NWO et la rivalité avec Sting. Jean-Christophe Paré, JC Pay qui nous dit je suis content d'un topic WCW, mais vu le nombre de plantages ahurissants, les trop nombreuses variantes de NWO, la fin de la streak de Goldberg en weekly et non en pay-per-view, ah ça par contre tu te trompes, ça me semble être un sujet casse-gueule mais je vous fais confiance. Mais il est vrai que le temps de Hogan, le build du main event de Starrcade, Hogan Sting, un énorme succès, il me semble que c'est un record de vente de pay-per-view, 1,4 million d'achats, record toujours à battre il me semble, mais je demande la confirmation auprès de Rabi. Alors, on vous écoute d'ailleurs les fans parce que Rabi exprès pour ça a téléchargé un magnifique truc de buy rates qu'il a trouvé quelque part, je sais pas où, c'est son secret, où il a tous les buy rates d'absolument tous les pay-per-view et il va te répondre dans un instant. Oui. Et la division Cruiserweight, ils ont quand même généré du pognon, c'est porcs. Bon enregistrement, merci pour tout, faites-nous rêver. Alors je réponds tout de suite parce qu'on va oublier après. Oui. Non, c'est le meilleur buy rate ever pour la WCW. Ils sont arrivés à environ 650 000 achats. Ouais, c'est pas énorme. Ils ont fait un buy rate d'1,8, ce qui veut dire qu'il y a 1,8% des foyers qui ont le pay-per-view, qui ont acheté qui ont le pay-per-view, c'est-à-dire qui ont accès au pay-per-view. Qui ont accès au pay-per-view, qui ont la boîte à pay-per-view. De façon générale, parce que c'est un service que tu as aux États-Unis qui permet de voir tous les pay-per-view que tu veux, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que du catch. Voilà. Et donc, tu fais 1,8 multiplié par le nombre de foyers qui ont la boîte à pay-per-view et tu arrives au nombre d'achats, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, un buy rate, par exemple, pour, je sais pas, WrestleMania 3, le buy rate qui était, je sais pas, peut-être on va dire une connerie, 30. Ça, ce sera pas le même qu'un buy rate de 1,8. Mais ça veut pas dire qu'il est moins 10 ans après, voilà. Vu qu'il y avait moins de gens à l'époque qui avaient la boîte. Voilà, donc les buy rates d'année en année, ça veut jamais trop dire la même chose. Mais donc non, c'est pas un record. Le record actuellement pour les pay-per-view au niveau international de catch, en tout cas nord-américain, c'est WrestleMania 28 avec 1 200 000 achats. Ok, super. Voilà, hein. Mais il faut voir qu'il y a l'international, c'est pas du tout le record par contre au niveau US. Niveau US, il me semblerait bien que c'est soit WrestleMania 23, soit WrestleMania 17. Et 14, il était pas énorme aussi, 14 c'est pas le 14, pas mal, c'était 700 000, 800 000. WrestleMania 17, c'est le premier à passer la barre du million. D'accord, voilà. Merci Rabi. Voilà.
De rien. C'est formidable. Fabien Kaminski qui lui répond la fin de la streak de Goldberg, c'était sur Pay-Per-View Starrcade 99, oui. le coup du taser de Scott Hall sur Goldberg, comme disait le tourneur. Voilà, ben il a répondu. Jean-Christophe Paris qui répond autant pour moi, toutes mes excuses, j'ai tout mis de travers la prise de titre de Goldberg sur Hollywood Hogan et Nitro. Là, on est d'accord. J'ai pas une super mémoire sur WCW, merci de m'avoir repris. Et ben merci à lui. Et merci beaucoup à JCP d'ailleurs qui participe activement sur la page. Et merci à tous de répondre en masse à chaque fois que je propose un petit sujet. Sébastien Lezon, c'est un angle original, j'ai hâte d'écouter ça. Ben oui, en book, hein. On a des angles vraiment originaux. Hein. Une petite liste des pay-per-view WCW à voir absolument serait la bienvenue. Alors ça, mon ami, par contre, on s'était dit qu'on regarderait, mais on les connaît vraiment pas assez bien. Enfin, moi, en tout cas. Je connais pas assez bien du tout les pay-per-view d'Upsidub. Non, c'était dur à suivre parce qu'en plus, quand on l'a découverte, on était gamin, on n'a pas la mémoire de l'enfance. Ça, c'est aussi un truc qu'on se souvient très bien de ce qui s'est passé. Et on les avait pas tous en plus. Ouais, nous, on est super fort en WWF, par exemple 91-96, parce que c'est l'époque où c'était diffusé. Ouais. Moi, j'enregistrais tout. Et quand t'es gamin, c'est comme pour n'importe quoi. Quand t'apprends quelque chose, tu retiens mieux quand t'es enfant. C'est pour ça que c'est dur d'apprendre à nager quand t'es adulte. Tu vois, j'étale ma science un peu. J'ai fait sciences de l'éduc. Voilà. Et c'était beaucoup plus tard, la WCW, ça durait moins longtemps. Et c'est un peu plus dur de... C'est pour tout le monde pareil, si vous n'avez pas retenu beaucoup de choses WCW, c'est normal, ça durait moins longtemps, on était plus vieux, enfin voilà, je vous conseille le network. C'était plus fouillis. Bon, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Willie Catch, qui... Bon, allez, 2 lignes et demie. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, monsieur Catch, bon, allez, joli. Ouais. Je dirais Sting, les Four Horsemen, la création de la NWO, la division Cruiserweight, le War Games, même si historiquement les premiers viennent de la NWA. C'est bien. C'est un bon... Ah oui, c'est un très bon commentaire de Willy. Il est bon, il s'appelle Monsieur Catch, quoi. Ça ne passe pas avec moi, en tout cas. On le avec moi non plus, c'est pas possible. Il a envoyé un mail là sur mon profil PR Pro en disant que à sa décharge, quand on l'a niqué au blind test chez Block, il était avec un mec qui était pas du tout... il était avec un mec qui était timide ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il avait marqué. Et il pouvait pas répondre. Il pouvait pas répondre. Tu te fous de notre gueule, Monsieur Catch. Bon. Il y a Notvel qui nous dit le débauchage massif de grandes stars de la concurrence, l'idée novatrice de la NWO, la création d'une multitude de gimmicks colorés, de la plus ridicule à la plus géniale, l'importation de la lucha libre. Alors, en effet, pour ça, WCW, ils étaient assez forts. Pour le panel de gimmicks, entre la grosse merde et les trucs super, c'est du Yeti à Sting, quoi. Enfin, c'est vraiment le Shockmaster. Fabien Kaminski, les Cruiserweights sans aucun doute, même s'ils étaient au fond relégués à des openings de cartes ou pas vraiment de storyline qui pourraient amener au main event. Les matchs, en tout cas, étaient de toute beauté, avec les Ultimo Dragon, Dean Malenko, Chris Jericho, Eddie Guerrero, Rey Mysterio Jr., etc. La NWO, c'était un peu à double tranchant, gros succès au début, mais ça s'est peu à peu effondré. Avec les années, manque de renouveau, et surtout à la fin, à cause des blessures, la plus grande réussitte, je pense, c'est d'avoir battu la WWF sur les audiences pendant presque 2 ans. Quelque chose comme 80 semaines, je n'ai plus le nombre exact, mesdames, messieurs. Il me semble c'est 83, 84 semaines. Jérémy Frédier, oula, il y a plein de réussites. De ce que j'ai vu dans les archives, je dirais Sting, la division Cruiserweight, Goldberg aussi, c'était cool. Par contre, j'espère que vous ferez un petit angle à la fin pour expliquer le pourquoi la WCW s'est cassé la gueule, du genre recruter un grand nombre de catcheurs juste pour que la WWE ne les signe pas. À une période, le roster était de 260 catcheurs, tous signés. C'est vrai, c'est énorme, j'ai pas vérifié. Les 3/4 étaient payés à rester chez eux, hallucinant. Alors je sais pas pour les 260 catcheurs, mais ça devait pas être loin. Ouais. Ce qui est sûr en tout cas, un des trucs les plus hallucinants que j'avais lu et qui est avéré, c'est le génie, la Nipofo, qui avait été signé par WCW à un contrat genre, je sais pas, $200 000 par an, je sais plus. 2 ans, il a pas catché une fois. Là, c'est étonnant. Il a été payé les 2 ans. Pourtant le génie, excellent la Nipofo, excellent catcheur. Et ça c'est incroyable quand même. Ah ouais. Ils ont engagé un mec pendant 2 ans ou 3 ans, je sais pas combien il dure le contrat, ils l'ont payé à rien faire. La belle vie, le génie, il était chez lui, il suçait la queue. C'est vrai que le génie est capable de se sucer la bite, apparemment. C'est lui-même qui le dit, c'est une légende urbaine, voilà, j'ai pas vu. Voilà. Kevin Barr qui nous dit le premier me venant à l'esprit, la NWO, ça change. L'idée de départ était géniale jusqu'à ce que tout le monde veuille faire la sienne. Comme déjà dit avant moi, les Cruiserweight, le fait de choper par Hogan était énorme. Choper. Des atémis sur Hogan. Son heel turn encore plus.
Sting en loup solitaire mode The Crow. J'ai franchement adoré. Goldberg, ils en ont fait une machine inarrêtable et sa streak était géniale. Le World War III, ce Rumble à 60 lutteurs étant gamin, j'adorais ce concept, même si très chaotique. C'était pas terrible, le World War III, sans déconner. Dean Malenko, ce lutteur débordant de talent qui fut un temps très bien exploité. Le heel turn de Scott Steiner qui m'avait fait marquer puisqu'il est devenu ensuite jusqu'à la fermeture de la compagnie. Le push de Lance Storm, dommage qu'il n'ait jamais touché au titre mondial. L'exposition de DDP et du Giant. Enfin, Marc Blondin, Michel Le Tourneur, leurs commentaires géniaux. Merci à toi. William Close, merci de rappeler que la WCW, ce n'est pas que la mère de Buff Bagwell attachée sur un chariot élévateur. Oh là là, ce match. Incroyable. Hein. J'avais fait une entrée sur mon blog à l'époque. Et Fabien qui répond le bon vieux temps des n'importe Nawak quand on a Paul Match aussi. Bon, c'est Vince Russo, les gars. On salue tout le monde et Kevin Barr en particulier qui est le meilleur nom de famille du monde, quand même. Oui, mais quand il veut, on lui paye un coup. Ça, il n'y a pas de souci. Mon kéké, n'hésite pas, c'est tout pour le moment pour les mails. On verra un petit peu après, je crois, il y a autre chose. Ouais, on en a un, bon, on le finit comme ça, c'est fini, et on peut tout il n'y a rien plus haut, là, il n'y a pas des trucs non, il n'y a rien plus haut. Il y a des gens qui souhaitent à Arabi d'aller mieux. Ben, il y a Guillaume Châtelain, on l'a oublié de lui répondre, donc on va lui répondre à l'antenne. Hein. Bonjour, j'espère ne pas vous déranger. Un peu, quand même. Hein. Mais je me posais plusieurs questions en ce qui concerne, bien entendu, le catch. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment un titre peut être qualifié de mondial. Est-ce que cela dépend de la fédération en question ou cela dépend d'un organisme spécialisé? Ensuite, je me demande pourquoi un titre télévision porte le nom de télévision. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous félicite pour votre travail. Bonne soirée. Eh bien, figure-toi que tout simplement, si la promotion décide d'appeler le championnat de la table, eh bien, ce sera le championnat de la table. Voilà, on s'en fout en fait. Le championnat du dessous de table, ça peut être Michel Le Tourneur, le champion. Tu vois là tout de suite. Dessous de plat, dessous de plat. Dessous de plat, oui, pardon. Et non, mais pour en revenir à ce qu'il disait, non, ça dépend des. Alors, à l'avant, il y avait la NWA, qui a donné naissance à la WCW, aux États-Unis, qui décidait d'un champion pour toutes les promotions affiliées à la NWA, qui incluait les territoires qui sont devenus la WCW, comme la Georgia Championship Wrestling, Jim Crockett un peu plus tard, la UWF, enfin bon, bref. Et il y avait Vince McMahon Senior qui était dans la NWA au début avec la WWF. Et le titre de la télévision, c'était à la WCW en tout cas, un titre qui n'était défendu normalement que dans les combats télévisés, donc pas sur les house shows, et pas forcément tout le temps sur les pay-per-view. Après, ça dépend des promotions. Le titre mondial, c'est du marketing. Voilà, parce que chaque promotion va avoir un champion mondial pour pouvoir dire on a le champion mondial après. Toutes les promotions font ça, comme ça quand vont démarcher les villes, elles disent ah ouais, nous on a le champion mondial de catch, et voilà, c'est tout simplement, c'est du catch. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Rousseff, le champion de télé en ce moment. Ah oui, très bonne blague ça de Rousseff sur Twitter. Ouais, vu qu'il est parti avec un moniteur télé au Rumble, il s'est déclaré champion télé sur Twitter. Il est très très drôle, Rousseff, il faut le suivre sur Twitter. Alors on avait. Autant pour moi, j'avais oublié un truc. Les matchs, on y reviendra peut-être à la fin. À la fin. On va arriver à notre sujet dans 2 semaines. Bret Hart, en attendant, on va parler des réussites de WCW, comme je le disais. On a choisi ce thème parce qu'on ne dit jamais assez ce qu'il y avait de bien chez WCW. Jamais. On dit toujours ce qu'il y avait de merdique. Bon, alors, c'était nul. T'es chiant. Alors, en attendant, tout le monde a réagi sur les points principaux. On crèvera les abcès les plus importants un petit peu plus tard. Alors, 2 secondes, attends. Voilà, Rabi va bien. Alors, on salue la mémoire de René Angélil. D'ailleurs, merci pour Sous le vent, merci pour Céline Dion. Non, tout merci le vent. Pour Garou. Merci pour tout le vent. C'est du vent. C'est parfait. Très bien, on va faire une émission de chronique musicale si ça vous intéresse. Avec Rabi Mentor, qui est un expert en tout style de musique. On va bien se marrer. Alors... Pas de souci. Premier sujet que je voulais aborder, un sujet de derrière les fagots. La WCW, dans ses origines, et c'est de là qu'est née la WCW, le fait de vouloir keep tradition alive. Ça, je n'en avais pas... Quoi? Alors, non, comment tu l'as dit? Alive, comme le redneck américain. Want them dead or alive? Alors... oui, parce que WCW, il faut bien connaître l'histoire de cette promotion. Pour ça, rapidement, au départ, ça part des frères Briscoe et de Holly Anderson, qui avaient la Georgia Championship Wrestling. C'était un territoire de la NWA. C'était Holly Anderson qui était booker et Jack et Gerald Briscoe étaient les owners de la promotion. Et c'est le premier territoire NWA à avoir eu un accès au câble à la télévision. Ensuite, ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'il y a eu le fameux Black Saturday en 84. Parce que les Briscoes, et ils ont été vilipendés pour ça d'ailleurs, c'est dans tous les bouquins d'histoire de catch, ils ont vendu leur part et leur
leur TV spot, pas spot, slot, on dit en anglais, leur émission à Vince McMahon. Leur créneau télé. Leur créneau, exactement, pardon. Merci beaucoup, ils ont vendu leur créneau télé et leur part à Vince McMahon, et avant, il s'était appelé WCW, parce que c'est World Championship Wrestling, pour donner une dimension mondiale à l'émission, pour un peu faire de compète à Vince McMahon, qui partait très bien avec, je sais plus, c'était Tuesday Night Titans ou All Star Wrestling à l'époque, enfin bon, bref. Ouais. Le problème, c'est quand Vince McMahon a réussi à avoir ce créneau télé, au lieu de diffuser des matchs de la GCW, donc de la WCW, il a diffusé sur une chaîne de Ted Turner, donc, qui sera important pour la suite, il a diffusé des combats à la WWF clippés. Et ça l'a pas fait du tout auprès des fans du sud, notamment des États-Unis, qui regardaient la GCW, WCW, et ça les a beaucoup enragés parce que ils n'étaient pas du tout fans du produit de McMahon, qu'avait Hogan à l'époque qui débutait, et puis plein de gimmicks très colorés, beaucoup moins de sport dans le divertissement sportif, beaucoup de strass et paillettes, ce pourquoi on le connaît maintenant et ce avec quoi il a fait fortune après, mais les gens étaient vraiment super vénères, et Ted Turner le premier, et ils ont boycotté l'émission. En gros, il a enlevé WWF de sa programmation, Ted Turner. Il a contacté Holly Anderson qui, par chance, n'avait pas vendu ses parts. Il a créé Championship Wrestling from Florida. Et il a lancé un show TV avec Bill Watts aussi, de la Mid-South. Et sous pression de Ted Turner, Vince a vendu le nom WCW et le créneau télé de nouveau à Jim Crockett. Et après, Jim Crockett a acquis plein de promotions autour de lui. On a bouffé plein. Et ils ont formé WCW, ils se sont séparés de la NWA un peu plus tard, donc là il y a des détails un petit peu chiants, mais en gros, la naissance de WCW vient du fait que quand Vince McMahon a racheté le premier créneau de l'histoire de cette promotion qui n'était pas encore WCW, c'est que les gens ne voulaient pas voir du sports entertainment. Et ça peut se comprendre. Hein. C'est à l'époque, on est en 84 à l'époque, et les gens étaient encore un peu frileux au booking de McMahon, surtout dans le sud des États-Unis où il y avait vraiment du catch pur, des catcheurs comme Dick Murdoch, Ted DiBiase, les Four Horsemen, enfin voilà quoi, c'était. Tu passes de Ric Flair à Jack Briscoe à Hogan et je sais King Kong Bundy, ou Ryan Chic ou voilà ou je sais pas quoi. À l'époque, bon ben oui forcément ça picote. Hein. Ça passait peut-être un peu pour des guignols à l'époque, ces mecs. Mais complètement oui. C'est ça. Mais tu prends un mec rien que Junkyard Dog qui avait fait les belles heures des territoires indépendants de la Mid-South et compagnie. Tu le vois à la Mid-South ou tu le vois chez WWF, c'est pas le même. Duggan, c'est pas pareil, c'est la même. Même rien de la façon de catcher de Ted DiBiase aussi, pareil. Ouais. Il a fait de l'or après à la WWE, ça, il n'y a pas de souci, mais c'était pas la même chose encore une fois. Il y a que des mecs qui n'ont jamais changé. Ric Flair, par exemple, quand il a été contacté à la WWF, bon, il transcende après. Ric Flair, un petit peu tout ça. Ric Flair, c'est Ric Flair. Et donc de 84 à 91, le cheval de bataille de Ted Turner et de Jim Crockett et des Briscoe, c'était de rendre la pureté au catch. Et ça a été très important. Ils ont galéré, vraiment, WCW, dans les ratings. Ils n'ont jamais, avant 95-96, à concurrencer WWF. Mais quand ils avaient leur show en face de WrestleMania, les Clash of the Champions, etc., il y avait le premier clash en face de WrestleMania 4, si je ne me trompe pas, ou 3, enfin je sais plus. Après, McMahon, il avait fait des trucs pas cool aussi à l'époque sur les pay-per-view. Il disait que les boîtes de pay-per-view devaient soit choper... S'ils voulaient choper WrestleMania ou les Series, un des deux, il fallait pas qu'ils prennent Starrcade ou Clash of the Champions, sinon ils n'avaient pas le droit de prendre son show. Et donc en fait, il y en avait les 3/4 qui avaient pris WrestleMania et la WCW s'était retrouvée avec 3 clampins, pareil, pour diffuser leur show. McMahon qui était un businessman. Il a été très ambitieux et ça lui a... Et Survivor Series d'ailleurs, ça a été créé pour contrer Starrcade à la base. C'était pas du tout un truc pour faire plaisir aux fans. C'est juste comment je vais faire chier WCW. Tiens, mais vu que WrestleMania 3 avait bien marché, il a pu mettre la pression sur les boîtes de pay-per-view pour que les promoteurs prennent plutôt Survivor Series plutôt que Starrcade. Et à la télévision, la première grande réussite quand même de WCW, ça a été Ric Flair contre Sting au premier Clash of the Champions en face de WrestleMania 4. C'était Dusty Rhodes le booker à l'époque. Parce que même s'ils ont fait des buy rates inférieurs, WCW face au gros show de WWF, le match Ric Flair-Sting a fait plus de viewers que WrestleMania 4 que Hogan Savage. Et WrestleMania 4 avait été très mal reçu par les critiques, là où ce show avait été super bien reçu. Super bien reçu, ça fait pareil. Aussi avec Steamboat Flair à Clash 6 contre WrestleMania 5. Ils ont fait moins de viewers, mais les fans ont découvert Steamboat dans une autre lumière, et Sting, c'est devenu une star également avec ces trucs-là, parce que les gens, ils se disaient, tiens, peut-être ça me fait chier WrestleMania, je vais voir autre chose, et ils sont tombés sur Clash of the Champions, et ça, jusqu'en 91, Turner
a dit qu'il voulait relancer la WCW sur du catch pur, et de 84 à 91, ça a été comme ça, quoi. Ça, c'était une des premières réussites, parce que jusqu'à la NWO, malgré des bookings affreux, parfois sous l'air de Jim Herd ou de Holly Anderson, qui reviendra après, de Dusty Rhodes, qui a eu des idées géniales, mais qui a quand même fait des choses horribles, il y a quand même... Excusez-moi, on est tous malades ici. Il y a quand même eu un vrai axe sur le catch super pur contre la WWE qu'avait Hogan et qui était dans le rock'n'roll, quoi. On peut dire ça comme ça. Et après, il y a eu la NWO, ça a un petit peu chamboulé les choses, quoi qu'en face, il y avait les Cruiserweight, ça on va y revenir plus tard. Pour moi, la plus grosse réussite de WCW, c'est d'avoir défendu, pour le plus gros de son temps, le catch tel que les smarts comme nous l'aimons, tel que les puristes du sud des États-Unis l'aiment. C'est plus ça, les puristes. Je dirais plus les puristes, tout ce qui est old school. Tu regardes un mec comme Jim Cornette, que j'adore écouter parler, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais ces mecs-là se pignolent toujours sur la NWA, la WCW, comme ça, des années 80 jusque... du milieu... Il y a un trou entre 91 et 96. Voilà, jusqu'au tout début des années 90, les mecs comme les Road Warriors, les Four Horsemen, des bidules comme ça, là, Magnum TA... Magnum TA, incroyable. J'ai pas tous les noms là qui arrivent, mais un produit plus mature, moins coloré. Au final, c'est un peu ce qu'a réussi à faire aussi au CW à une époque face aux gimmicks de métier de WWF en 95. Tout le monde avait plein les couilles de voir cette merde. Et ils se sont tournés vers un truc plus mature, différent. Mais au final, les mecs qui voulaient voir du catch pur, ils avaient un produit comme WCW, ce que aucune boîte ne réussit à faire aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est là où tu dis qu'en effet c'est une grande réussite, parce que personne depuis ça, à part Ring of Honor, mais dans une très moindre mesure. L'état du business c'est pas là, mais Ring of Honor à ce côté-là, en effet. Voilà, c'est le dernier. Après, je dis pas ça parce que je suis là-bas, mais. Mais en plus c'est vrai, depuis leur début, eux, c'est du catch pour du catch. Voilà, il y a pas. Il y a peut-être un petit peu plus d'entertainment maintenant, mais c'est la seule boîte qui a proposé vraiment cette alternative-là. Et au final, eux, ils ont quand même bien réussi, parce qu'à l'époque, on parle pas trop des audiences de l'époque, parce que tout le monde s'en branlait au final des audiences. C'était pas un vecteur... C'était pas le point. C'était pas le point du tout, puisque ce qui était le plus important à l'époque, c'était les house shows, au final. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est la télé qui a pris le dessus, mais à l'époque, c'était le pognon que tu faisais un house show qui décidait si ta boîte marchait bien ou pas. J'en voulais en venir où ? Mais qu'en final, voilà, c'est hyper bien d'avoir proposé cette alternative-là, du catch pour du catch, avec des foules qui étaient quand même beaucoup plus passionnées en plus. Tu regardes les foules NWA, WCW de l'époque, sont 10 fois plus passionnées avec les foules de WWF, qui étaient pourtant à Burn quand il y avait Hogan. Après, les foules de WWF, c'était vraiment du tout venant, c'était des familles, c'était déjà beaucoup plus familial que la WCW. Là où quand t'as les Four Horsemen, t'as Ric Flair qui tourne sur Dusty Rhodes, c'est ça dans la cage. Ou quand ils se forment, d'ailleurs, les Four Horsemen, tout court. C'est à la limite du riot. Les gens, ils veulent monter dans la cage et foutre le feu aux Four Horsemen. D'où tu touches Dusty Rhodes. Et c'est ça le catch, pour reprendre cette théorie. Mais ça, c'est génial. Et ça, voilà, ça c'est plus NWA, mais en effet, c'est sur cette lignée-là de la genèse de la WCW. La genèse de la WCW, qui, donc, comme on disait, d'une erreur des Briscoes, enfin d'une erreur de jugement, de Jack et Jerry Briscoe. Ça leur a donné leur boulot plus tard. Et c'est pour ça qu'Holly Anderson il est blacklisté aujourd'hui. C'est ça aussi. C'est une erreur de leur part, en tout cas du point de vue business à l'époque, de lire des fans qui voulaient voir du catch. Et voilà. Ça a toujours été le War Games, Wargames. C'est du gimmick match, mais avec du super catch, quoi. Mais c'est ça. Hunter veut absolument ramener Wargames depuis une éternité, mais McMahon, c'est pas à lui. Donc... En plus, non, avec la mort de Dusty Rhodes, ils ont un boulevard pour le faire quand même. C'est comme une idée de Dusty. Mais paix à son âme. D'ailleurs, Dusty Rhodes, qui a fait autant d'erreurs que de réussites à la WCW, mais on n'est pas là pour parler des échecs tant que ça. Ouais, mais ces réussites, elles sont vraiment trop cool, quoi. Autre réussite. Et au final, c'est ces réussites qui sont devenues des échecs parce qu'il les a trop. C'est devenu éculé après. Justement, le Dusty Finish, notamment. C'est pour ça qu'il a fini par se faire virer du booking.
ranking. Hein, ouais, parce qu'il faisait toujours la même chose. Il faisait toujours la même chose. Autre réussite importante, WCW, on parlait de Ric Flair, qui est un produit NWA, on va dire ça comme ça. Ric Flair, qu'on beaucoup considèrent, moi le premier, comme le meilleur catcheur américain qui a foulé la planète. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, Rabi et moi. Oui, bon bref. Mais Ric Flair, qui n'a pas fait qu'une carrière de catcheur extraordinaire en tant que performeur, il est quand même responsable de plein de choses à la WCW qui ont fonctionné. Ça n'a pas toujours été le meilleur booker, ils vont lui reprocher de penser qu'à sa gueule pendant pas mal de temps. On peut quand même lui accorder son match avec Sting, au premier Clash of Champions qu'a fait Sting. On peut surtout lui accorder que le mec, à une époque, a fait la moitié du roster de Psy-Dub. Il a fait Steamboat un peu un peu plus tard, il a refait Ricky Steamboat, qui a eu quelque part un peu la chance de cette mitricard de WWF après le WrestleMania 3, puis il y avait Hogan de toute façon qui faisait tous les faces voilà, de la promotion de Vince. Et aussi, quand même, c'est lui qui a ramené Terry Funk, Ricky Steamboat, et puis il a poussé Sid, Steiner, Pillman, Warriors, Great Muta, Luger, enfin. Il a fait des... Si, il a quand même... Ah oui, non, mais cette époque-là, il a Windham, quand même fait... Attends, tout ce qu'il pouvait pusher et tout ce qu'il pouvait essayer de pusher, il en faisait mieux que personne n'aurait jamais fait. C'est le meilleur mec pour mettre quelqu'un over, Ric Flair, ever. Ça, par contre, il n'y a pas à tortiller du cul. Il a fait des vedettes, il a fait des sacrées vedettes. Le mec, putain, tu l'as affronté du jour au lendemain, que ça dure ou pas après, ça c'était ton problème après. Mais lui, en tout cas, il avait fait son taf le soir même. Ah, lui, dropper la ceinture, il s'en foutait à l'époque. Tu pouvais savoir que tu t'affrontais Flair, ton... Déjà, t'avais un match peinard, déjà, en premier temps. Et ton stock, il prenait, mais... Tu prenais 300% dans la soirée, pas juste parce que t'affrontais Flair, mais parce que le mec dans le ring allait te faire... Et sans aucun problème, et il avait compris qu'en faisant son adversaire, il se faisait lui-même aussi. Ce que plein de catcheurs ne comprennent pas d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça, après, c'est un autre problème. Puis bon, sa carrière in-ring, qui n'a pas tout été facile, rapport difficile avec l'autorité, Eric Bishop, Jim Herd. Jim Herd, ça l'a fait partir carrément. Ouais, mais Jim Herd, ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une merde. C'est lui qui a remplacé Flair. Non, c'est Ollie Anderson, pardon, qui a remplacé Flair, puis Ollie Anderson qui avait fait de la merde aussi. Ouais. On n'est pas là pour en parler, on va quand même citer Robocop, la Chamber of Horrors, le Bad Scorpion, Ric Flair. Encore une fois, Sting, qui a pas eu de chance, Ric Flair, et les Four Horsemen, voilà, c'était ça mon sujet. Est-ce qu'on peut... les Freebirds, non, parce que les Freebirds, ils sont arrivés dans une incarnation différente, et puis ils étaient à la World Class, pour la plupart du temps, puis à la NWA de façon plus générale. Est-ce que les Four Horsemen... la WCW a quand même fait 2 des 3 plus grands clans ever avec la NWO et les Four Horsemen. Enfin, ça, ah ben les 2 plus grands. C'est... pour moi, hein, NWO et Four Horsemen dans l'histoire du catch, pas spécialement parce que c'était génial, mais dans ce que ça a apporté dans l'histoire du catch, mais bon, il n'y a aucun doute. Alors, on voit même pas comment on pourrait en douter en fait. On va revenir à la NWA un peu après. Les Four Horsemen qui incarnent l'excellence de la WCW et de la NWA. C'était au départ, après il y a eu quelques petits soucis dans l'air un peu noir avant l'arrivée de la NWO. C'est Paul Roma. Et quand même, quand tu prends les catcheurs qu'on fait, il y a eu... allez, on va de tous les bons, le moins bon, c'est comme Lex Luger. Et encore, je voulais peut-être le mettre dans les réussites, si on verra après, c'est à débattre. Luger, ça c'était au début, avant il y avait les Holly et Arn Anderson. Barry Windham, un de mes catcheurs préférés. J'encourage tous les jeunes à regarder de Barry Windham. Formidable. Vous verrez l'influence qu'il a sur Hunter, sur Michael, sur tous les catcheurs de cette race-là. Barry Windham, un gâchis, un innommable de talent, des matchs extraordinaires. C'est pas une réussite non plus, il a été champion de WCW, mais c'était la transition avant le retour de Flair, enfin... Peu importe, un excellent catcheur, un catcheur pur, un beau gosse, et en plus un mec charismatique, adaptable, sous la tutelle de J.J. Dillon et Ric Flair, hallucinant. On avait les frères Anderson, Tully Blanchard. Catcheur préféré de Shawn Michaels. Ça veut tout dire, hein, incroyable, un innovateur. Enfin, à l'époque, non, c'est Ric Flair je pense, mais Tully Blanchard, tu vois d'ailleurs dans les Rockers l'influence que peut avoir Tully Blanchard, et même peut-être dans son début Sexy Boy, tu vois que... Ah, Tully Blanchard c'était un playboy, hein, c'était son gimmick. C'était ça a été le premier, avec Ric Flair, et peut-être même avant Ric Flair, le premier heel cool. C'était un des enfin non, Billy Graham. Billy Graham, c'était quand même... Mais voilà, mais Billy Graham c'était pas pareil, c'était plus un heel cool, genre Scott Steiner, tu vois.
Voilà, un peu badass. Tully Blanchard, c'était juste les lunettes, le costume, mais les gonzesses. Gorgeous George aussi, on connaît moins. Bra, là, comme ça, et Pépère, tous ces trucs là dans les bars avec les cocktails. Les cocktails, le champagne. Les lunettes de soleil dans le bar. Mais oui, non, Tully Blanchard, c'était ça, quoi. Puis la slingshot suplex. Voilà, slingshot suplex, incroyable. Rivalité avec Magnum TA, incroyable. Plus tard, ça c'est la WWF, mais on vous encourage à le voir, et aussi à la WCW, l'équipe avec Arn Anderson et Brainbusters. Alors ça, on va pas en parler parce qu'on peut y passer 45 minutes. Brainbuster du pharmacien, enfin de Arn Anderson, c'est quelque chose. Et après, plus tard dans les Four Horsemen, Sting, Brian Pillman, Chris Benoit, Dean Malenko, vraiment... Mongo McMichael. Mongo McMichael, qui est à mettre avec les Sid, les Paul Roma, quoi qu'il était légitime quand même. Ouais, il était pas si pour... Au commentaire, il est infernal, mais à côté... Après, il était légitime, c'est une vraie grosse star de football américain, quoi. Donc, Hall of Fame. Donc les Four Horsemen qui prenaient la vie facile, les filles faciles, l'alcool, l'argent... faut pas oublier que c'était surtout un clan de catcheurs purs, excellents. Putain, hallucinant, genre incroyable. Genre les deux moins bons des mecs marquants, bon c'est pas marquant mais des plus connus, les deux moins bons c'est quand même Jeff Jarrett et Luger quoi, c'est quand même déjà pas si dégueu quoi. C'est vrai que Jeff Jarrett était dedans. Alors lui par contre ça c'est non. Mais il avait son costume WWF donc ça j'ai jamais réussi à avec les enfin bon bref. Au-delà de la qualité des matchs que vous avez Four Horsemen, la vraie réussite c'est que jamais les fans n'ont tourné le dos Four Horsemen. Mais encore aujourd'hui. Jamais. Tout le monde et adorait les Four Horsemen, ils ont jamais cessé de vendre du merchandising. La NWO à l'époque, il y avait une vraie rivalité entre les deux clans, backstage et en vrai, et il y avait autant de fans avec des t-shirts Four Horsemen que des fans qui faisaient le signe NWO. Mais t'avais les fans qui avaient 20 ans et t'avais ceux qui avaient 30 ans quoi. Et la NWO qui incarnait la nouveauté, bien que les mecs avaient déjà quand même bien 35-40 ans, et les Four Horsemen qui incarnaient la tradition, le catch pur, etc. Ça c'était fait pour faire de l'or, ils ont pas réussi à le faire comme ils le voulaient, à cause de l'influence backstage des autres. Enfin, ils ont fait exactement comme ils voulaient je pense. Bischoff il a fait exactement comme il voulait. Bischoff et Flair, non, ça n'a jamais... Mais c'est bien ce que je dis, il a fait exactement comme il voulait pas. Voilà, donc ils ont fait un ou deux pay-per-view, ils ont fait ça, ils ont fait bon Flair en terre et puis basta. Les Four Horsemen qui font partie de ces choses de la WCW qui elles seules ont un DVD, ils sont Hall of Fame à 4, voilà, Ric Flair le seul mec à être 2 fois Hall of Fame, ça on le sait depuis... Et puis le signe, je veux dire, regardez avec le signe de la main là, avec le 4, c'est encore aujourd'hui un symbole d'excellence. Je veux dire, dans le catch, quand tu fais ce signe là, enfin c'est reconnu partout comme étant le... quand tu le fais, tu fais waouh, ouais, cool quand même quoi. C'est-à-dire le signe des Four Horsemen me rappelle quand au Zénith, quand ils sont revenus pour la première fois en France depuis 93. Il y a Ric Flair qui arrive. En gros, c'était quand même une grosse foule de trentenaires, je pense 25-30 ans, voilà, qui avaient jamais eu la chance de voir du catch en France. Quand Ric Flair arrive, on était 6000. Dans la salle, je crois, on était 6000 avec les 4 doigts de la main droite, comme ça, levés, sur Flair, parce que bon. Et les Four Horsemen, ça n'existait plus depuis 8 ans, voilà. Et même en 99, c'était quand même plutôt accessoire encore les et il y a Benoît et Malenko qui ont sauvé quand même la legacy des Four Horsemen sur la fin avec des matchs tags incroyables contre Saturn et Raven, contre la triade. Non, c'était contre la triade, c'était Saturn et Benoît. Le Four Horsemen, grosse réussite indéniable, une legacy. Mais c'est le meilleur clan ever. Il n'y a pas tortillé 2 secondes. C'est le meilleur clan ever parce que c'est un clan d'excellence. Parce que ça a été un clan qui s'est. Il n'y a jamais eu. Les seules rébellions qu'il y a pu avoir dans ce clan, c'était pour créer des stars. Ça n'a pas été comme NWO où ils ont viré qui tu veux à Tire-Larigot là tout le temps. Là. C'est un peu comme Evolution a fait au final. Un petit peu, ouais. Dans une moindre mesure. C'était vendu comme les héritiers de... C'est exactement ça. Voilà. Ils en ont fait Randy Orton et Batista. Putain, les Four Horsemen, ils en ont fait Sting. Et ils en ont fait Luger. Voilà, ça a servi à ça, quoi. Ah oui, bien sûr. Benoît, ça l'a aidé quand même aussi. Mais sinon, il n'y a jamais eu spécialement de beaucoup de trahison. C'est vrai. Dans les Four Horsemen, jamais. Kurt Hennig. Ça a aidé à faire... Ils ont essayé de faire Kurt Hennig avec ça. Ouais, mais ça, tu vois, c'était encore... Après, je parle vraiment... Dans les belles heures, c'était un clan soudé. Tu vois, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Mais un clan soudé, ça dure 1 an et demi. Comme The Shield, c'était super. Incroyable. C'est très bien ce qu'ils en ont fait après. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est ça que je garde dans la tête, c'est que les Four Horsemen, c'est vraiment des enculés qui s'aiment. Voilà.
Goldberg. Oui, Parle-nous un petit peu de Bill Goldberg. Ben, la deuxième plus grande réussite de la WCW dans les années 90, au risque de froisser Willy, mais putain, Goldberg, quoi, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est même plus une question de work rate, c'est pas une question de dire il faisait des matchs de 30 secondes, il repartait, c'est ce que les gens voulaient. Point. À un moment donné, on se plaint aujourd'hui que WWE ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Bischoff l'a très bien fait, ça donnait aux gens ce qu'ils voulaient avec Bill Goldberg. Bill Goldberg, les gens, ils voulaient le voir arriver, cracher de la fumée, gueuler, faire une spear, un jackhammer et repartir aussi sec. Voilà. Et puis à l'époque, ils nous avaient bluffé avec des trucs genre un jackhammer sur Et le Géant notamment. Et Riggs. Et Riggs, c'était incroyable. Riggs qui était membre du flock de Raven. C'est extraordinaire ce truc. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Et bien, après, les décisions de booking sont pas imputables à Goldberg, quoi. C'est pas de sa faute si ils ont fait gagner le titre contre Hogan une semaine, avec un match prévu une semaine avant sans advertiser quoi que ce soit. Parce qu'ils ont voulu profiter du fait que c'était à Atlanta, quoi. Voilà, au Georgia Dome, 40 000 personnes, en effet, ambiance de fou. C'est vrai qu'ils te pop. Ah oui, non, mais par contre, c'est incroyable. Mais je vois pas comment on pourrait renier le fait que Bill Goldberg, à l'époque, était la deuxième star du catch américain derrière Steve Austin. C'est évident. The Rock ? Non, pas à l'époque. The Rock, c'est un petit peu après, je pense. Parce que Goldberg, c'est 98. Vince McMahon. Goldberg, ouais, mais dans les catcheurs actifs, je parle. T'es en 98, t'as Austin et t'as Goldberg. Après, on va dire, oui, c'est un rip-off, il a le crâne rasé, machin, bidule, il vient un slip noir. Ouais, d'accord, ok, super, mais il n'empêche que, putain, le mec, il est arrivé, les gens, ils étaient tarés, quoi. Et qu'est-ce que tu demandes de plus quand t'es promoteur ? Qu'est-ce qu'il a engrangé comme pognon, ce mec Goldberg ? Oui. Alors après, oui, c'était un politicien, oui, il avait la grosse tête, oui, il se prenait au sérieux. Mais super, mais c'est pas ce qu'on demande, on s'en branle, à la limite. Putain, Bret Hart, il s'est jamais pris au sérieux, et mec s'est pris dans un autre genre. Parce que lui, il se prenait au sérieux vis-à-vis du business. Goldberg, il se prenait au sérieux pour faire du pognon. Bon. Mais très bien, après, ça le regarde. C'était super. Une des plus grosses conneries de CW, c'est surtout de l'avoir fait perdre à Starrcade. Ouais. Il aurait jamais dû perdre. Dans un match qui n'a pas le crédit qu'il mérite, il est pas mal le match contre Kevin Nash. Et pourtant, Nash Goldberg sur le papier, ça pue la bite. Et pendant, c'est bien. C'est pas mal. Non, c'est chouette. Mais Goldberg, mais évidemment que c'est une des plus. Si on en parle encore aujourd'hui, à un moment donné, le mec, il a eu un run équivalent à celui de l'Ultimate Warrior. Pour moi, l'Ultimate Warrior Goldberg, c'est la même. C'est deux catcheurs qui ont été vilipendés pour leur qualité in-ring. Ah, je suis pas d'accord. Le Warrior, quand même, putain, c'est chaud, quoi. Non, c'est vraiment super chaud. Est-ce que j'ai dit que c'était à tort ? Non. Je dis juste qu'ils ont été vilipendés pour leur work rate. Ça a été très rapide. Ça a duré 2 ans. Les deux, au final. Deux runs de 2-3 ans à tout péter. Quand ça marchait vraiment bien, puisque Goldberg, après, il s'est pété le bras comme un con parce qu'il fallait absolument qu'il pète cette vitre. Il a pété avec son bras. Quel grand con, celui-là. Mais des runs, bref, mais intenses. Mais voilà, le Warrior, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en reparle 25 ans après. Et Goldberg, 15 ans après, on en reparle encore pour WrestleMania cette année. A priori, ils sont allés toquer pour dire tu veux pas venir faire un petit combat, s'il te plaît ? Un truc comme ça. Moi, je serais pas pour, ça me gênerait pas, mais à un moment donné, dans l'histoire, dire que Goldberg n'est pas une réussite WCW, c'est avoir du caca dans les yeux. Si vous voulez voir autre chose que les squash matchs de Goldberg, qui a fait sa carrière là-dessus, il y a des matchs un peu plus longs qui valent le détour. Le meilleur match de sa carrière, les 2 meilleurs matchs pour moi qui sont dans un style différent, il y a Goldberg contre Hogan à Nitro, je ne sais pas la date exacte, où Goldberg prend le titre à Hogan à Atlanta en Géorgie, un match... Juin-juillet 98. Juin-juillet 98, et c'est super bien booké, c'est hyper bien. Et avant, plutôt dans le show, il doit battre Cottle pour avoir une chance à Hogan, je crois, ou alors il devait l'affronter tout court. Enfin, dans le même show, il a Cottle et Goldberg et Hogan. Et l'autre match à voir, le meilleur match de sa carrière, sans aucun doute, c'est contre Diamond Dallas Page à Halloween Havoc 98. Un match incroyable, les WCW qui n'avaient pas pensé que le match allait dépasser le temps de pay-per-view, c'est-à-dire que juste avant le finish, le pay-per-view s'arrête. Voilà. Ouais, ils sont complètement cons. C'est voilà. Hop là, à Goldberg on trinque. Voilà. Et aussi Goldberg Sid que j'aime beaucoup.
de Mayhem 99, un match un peu spécial, mais je le conseille également, et puis Nash à Starrcade, pour voir la fin de la carrière, on peut le lire, de Goldberg. On a parlé de ce qu'il a fait après la WWE. Le match contre Jericho à Bad Blood est hyper cool. Hyper bien aussi, ouais. J'aime beaucoup ce match. Il est très très bien. Goldberg vend le bras. Comme j'ai rarement vu quelqu'un aussi bien vendre. Problème de Goldberg d'après Raven d'ailleurs, hein, dans une de ses shoot interviews. Oui, il voulait. Il y a Raven qui était allé voir Goldberg pour dire mais pourquoi tu vends pas Vends un peu plus quoi. Et Goldberg il a dit mais moi dans un vrai combat je vendrai pas. Et Raven il est parti. Il a fait ah bon d'accord. Okay. J'ai compris. Voilà. Désolé. Et Regal qui avait essayé d'embarrasser d'ailleurs Goldberg. Regal, ah bon? Ouais, dans un match à Nitro ou à Thunder. Je sais plus, il essaye un peu de shooter, je crois, pour lui faire un peu dégonfler le ballon. Après, oui, bon, c'était vraiment un gros connard, Goldberg, mais encore une fois, c'est pas notre problème sur ce sujet-là. Si on veut parler par contre des mecs qui ont eu le plus de hit dans le business, Goldberg il sera dedans avec Luger, il y a aucun doute. Et Bagwell, un gros. Oui, mais Bagwell il sert à rien. Et en effet, Hitseeker, oui, ça c'est. Allez sur le network pour voir Legends of Wrestling, Hitseeker, excellent. Et justement, il parle de Bagwell, Luger et Goldberg. Ouais. De quoi on parler? J'ai toute une liste. J'aimerais que tu nous parles des guaranteed contracts. C'est un sujet à débat. Les contrats garantis, c'est-à-dire que c'est Bischoff qui avait fait ça pour All et Nash. C'était au lieu de payer les gens par apparition, en gros, je crois que c'est ça, corrige-moi si je me trompe, tu payes les gens une certaine. Voilà, dans le contrat, tu auras tant par an et voilà, si même que tu catches ou non, quoi. Voilà, et donc ça a changé le business. Hein. Nash s'en vante. Beaucoup. Moi, je suis pas un fan de Kevin Nash ni des garanties de contract. Bon, bref, toujours est-il que ça a changé le catch. Ça fait aucun doute. Enfin, oui. Le catch mainstream. Pour les catcheurs surtout. Pour les catcheurs, pour des grosses promotions. Couilles, hein, des grosses promotions. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça bah, alors, je pense que c'est un truc phénoménal dans le monde des catcheurs. Ouais. Réussite ou non? Réussite pour les catcheurs, oui. Ouais. Parce qu'ils y avaient droit, oui, à un moment donné. WWF, il proposait, je pense, c'était un salaire de commercial, je pense, un petit peu avec un fixe, plus les bonus de pay-per-view ou de house show. Genre, en gros, si les salles étaient mauvaises, s'ils remplissaient pas bien un house show, ils touchaient rien, quoi. Là où All et Nash, ils sont arrivés, ils ont fait non, on a rien à branler, on a juste de la thune. S'il y a 200 pimpins au prochain house show, nous, on veut quand même toucher $500 000 dans l'année. Et Bischoff, vu qu'il avait le pognon à Turner, il a fait mais banco les gars quoi. Banco. Et donc oui, les garanties de contrat, oui, on va pas s'étaler dessus, c'est hyper bien pour les catcheurs aujourd'hui, c'est grâce à ça, oui, que Bischoff a quand même, je pense, fait le raid. Vandalisé. Qu'il a violé un peu le roster de WWF à l'époque avec ses contrats. Et ECW. Et il a surtout mis le coup de pied au cul nécessaire à Vince McMahon pour arrêter de nous faire des éboueurs, des dentistes et des plombiers. Des plombiers. T.L. Hopper, excellent match. Dirty White Boy contre Jake Roberts, c'est dans les. Bon, cherchez-le. C'est T.L. Hopper, je sais plus quelle promotion, bon bref. C'est la Smoky Mountain Wrestling. C'était pas un mauvais catcher, c'était bon bref, super match de Jake Roberts. Contre T.L. Hopper qui s'appelait Dirty White Boy à l'époque, les garanties de contracts pour toi réussite auprès des fans, mais ça causait aussi la perte en partie de WCW qui a dépensé un peu en foot, en parlait avec le génie. Oui, mais ça après c'est pas la faute des garanties de contracts, c'est ce qu'ils en ont fait. Ça c'est comme pour tout, hein. Avoir une grosse bite à un moment donné c'est cool, mais si t'en fais n'importe quoi, mais ça va pas bien se passer. Merci Rabi pour cette petite anecdote, je pense que les fans apprécieront. Merci pour ta classe et ta distinction. Tu me connais. En parlant de garantie de contract, Rabi, est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais tu sais quel catcheur a eu le premier garantie de contract de l'histoire de la WWF? Oui, c'est Marc Mero. Non. Oh putain, attends, il arrive juste avant Mick Foley. C'est pas Marc Mero? Non, c'est juste après Mick Foley. C'est juste après. Ah, ça m'étonnerait parce que ça, j'avais lu dans Have a Nice Day qu'il était dégoûté que Marc Mero ait un contrat garanti et pas lui parce qu'il a signé 3 mois après. Mais toi, t'as quoi? Moi, j'ai Brian Pillman. Brian Pillman, mais ça se peut aussi. Moi, j'ai Brian Pillman. Je vais vérifier. Guaranteed first. Ça se peut. Hein. Moi, il me semble que Foley, dans son bouquin, dit que c'est Marc Mero qu'il est dégoûté. Non, parce que Foley avait signé avant Marc Mero, voilà. Et que Marc Mero signe juste après, et que Marc Mero a un putain de contrat garanti et pas lui.
Brian Pillman, hein, je crois que c'est lui. Hein. Ouais, je vois Brian Pillman, en tout cas, c'était ma transition. En tout cas, Marc Mero, ça a été un des premiers. Voilà. Et Brian Pillman, ça m'étonne pas en même temps. Parce qu'à l'époque, et c'était un peu le AJ Styles de l'époque. Brian Pillman, alors un de mes catcheurs préférés, sans aucun doute. Brian Pillman, je suis un amoureux fou de toute sa carrière. Moi, je trouve que tout ce qu'il a fait était génial. Et Brian Pillman, alors on peut dire ce qu'on veut de la Hart Foundation, on peut dire ce qu'on veut de sa promo extraordinaire à la WCW, quand même, s'il a été fait par WCW, Brian Pillman, il est parti de la Stampede Wrestling, il est parti d'une meulette horrible et d'un talent rare, d'un talent fou. C'était un des premiers catcheurs avec Owen Hart à s'inspirer, et Brett, du Dynamite Kid, quoi. Finalement, c'était ce genre de mec qui a tout pris à ces mecs-là. Et Brian Pillman, qui a, en plus d'avoir fait parler de lui, d'avoir été un des premiers catcheurs à créer le buzz auprès des Smart et à séparer les Smart des marques, c'est le mec qui a mis, pour moi, aux États-Unis, le catch cruiserweight sur la carte, avec la WCW, telle qu'on l'a connue après. Premier catcheur à avoir le titre cruiserweight de la WCW. Oui. Après, c'est WCW de toute façon qu'il a apporté. En tout cas, à un niveau national. Ouais. Ça, c'est une certitude. Après, oui. C'est pas pour rien que c'est lui qu'ils ont mis Pillman contre Liger. Ouais, c'est pour son deuxième championnat cruiserweight, Brian Pillman-Liger, un des meilleurs matchs de l'histoire de WCW. Dans les matchs, on a eu là j'ai mis une question sur FHCA, sur la fabuleuse histoire du catcheur Facebook, quel est le match qui vous a le plus marqué de la WCW. Super Brawl 2, pour moi il y a Pillman et Liger, moi c'est un des matchs que j'aurais choisi. C'est un des matchs préférés de Dusty Rhodes, et on sait qu'il montrait ce match-là à des jeunes catcheurs cruiserweight notamment. C'est ce match-là qu'il privilégiait, en tout cas Dusty Rhodes. Brian Pillman, qu'on connaît donc non seulement pour son talent dans le ring, avant sa grave blessure à la cheville, il a commencé à développer le loose cannon, c'est ce pourquoi on le connaît le mieux. Il a brisé le kayfabe, c'est un des premiers mecs à le faire à la télévision, avec Kevin Sullivan. Et après il a créé un buzz fou en se foutant de la gueule de Bischoff complètement, en lui disant je vais aller à la ECW pour parfaire mon charisme, pour bosser mes promos, et je reviens, puis il est jamais revenu, il est parti à la WWF. Surtout qu'il a dit libère-moi vraiment de mon contrat, comme ça fait legit, on va worker les boys, hop là. Allez, j'ai qu'à signer à la WWF et puis on n'en parle plus, quoi. Brian Pillman, énorme réussite de WCW. Est-ce qu'on parlait de Goldust dans cet esprit-là? Est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tôt à la WWF, Pillman? Pionnier de l'air attitude avant l'heure, quand même. Il est arrivé blessé. Je dirais que c'est surtout ça. Je sais pas s'il est arrivé trop tôt. Il est surtout arrivé blessé puis il est mort. Ça aide pas non plus. Ouais, il est arrivé blessé, ça l'a relégué au mid-card avec Goldust notamment sur une histoire perso. Mais il pouvait plus rien faire dans le ring, c'est terrible. Le Goldust, quand tu sais ce qu'il pouvait faire, 2 ans, même rien que 2 ans avant, dans le ring, où il avait pris déjà un petit peu plus de masse musculaire, mais qu'il était toujours à même d'être un catcheur. En 97, il peut plus catcher. Tu le vois, c'est... Il a quand même fait une bonne brawl avec Steve Austin à Raw, c'est dans son DVD, elle est pas bon, après, c'est une brawl, c'est... Mais, enfin, c'est cool les brawls, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, c'est pas... C'est pas le Pillman qu'on a... Voilà, non, Pillman, je pense qu'il est juste arrivé, super blessé. Quel charisme, Brian Pillman. Oula, top 10, je pense. Ever, en Amérique, son arrivée à la ECW, si vous l'avez pas vu, les gars, regardez ça, c'est fou furieux. Avec Joey Styles, c'est fou furieux. Ça, par contre, ça c'est très clairement en avance. Enfin, ECW, de toute façon, à l'époque, était très clairement en avance. Les promos de Mick Foley et de Steve Austin étaient complètement en avance. Raven, c'est en avance aussi. Mais... oui, non, Brian Pillman, c'est des personnages comme... il y en a que trop. Il y a un mec comme Dean Ambrose qui se rapproche vaguement. Mais on le touche, il lui touche la plante des pieds, quoi. Ouais, et puis et on adore Dean Ambrose, c'est pas le souci. Hein. Puis il avait tout, il avait un physique, une gueule parfaite, il était beau, il était... Sa corde vocale qui avait pété... Qui cancer de la gorge, gamin. Voilà, qui lui donne une voix quand même complètement incroyable. Il a fait jurer Bobby Heenan à la télévision en live, quoi. Voilà, et parce qu'il avait... dans son personnage de Loose Cannon, il faisait un peu n'importe quoi, en fait. Ces combats, ils sont très bizarres pour l'époque, parce que il casse tous les codes, en fait, dans ses combats. Il s'arrête de catcher à des moments, on sait pas trop pourquoi. C'est un génie. Il vient faire chier Bobby Heenan, et Bobby Heenan croit que c'est un fan, donc Bobby Heenan qui fait « What the fuck are you doing ?» Ouais, parce qu'il avait des problèmes de nuque. Ouais, il y avait des problèmes de ça. Il y avait des problèmes de nuque également, et Brian Pillman, avant ça, qui a fait les Hollywood Blondes avec Steve Austin et Seth, on en parlait aussi. Énorme réussite WCW, une des premières équipes...
qui a fait parler d'elle à la WCW dans l'ère télévisée juste avant Nitro. Et ils ont foiré leur coup au final parce qu'ils ont Au final, c'est plus un raté. C'est plus un raté, mais sur le coup, qu'est-ce que ça a pris, l'Hollywood Blondes, alors que ça partait d'un truc, Steve Austin, on sait pas quoi en faire, Pillman, on ne sait pas quoi en faire, on les fout en équipe, ils sont devenus potes et ils ont fait un truc génial, quoi, Austin et Pillman, quoi. Et destin croisé encore une fois pour les deux, quoi, parce qu'ils se sont retrouvés à peu près en même temps après la WWE, et il y a eu malheureusement le décès de Brian Pillman qui est, je voulais en parler, parce qu'à la WCW il est important, Brian Pillman, il a amené beaucoup de buzz à la WCW à l'époque, hein. Beaucoup de gens en parlaient, il était dans les Four Horsemen à l'époque, encore une réussite des Four Horsemen d'avoir fait une star comme Brian Pillman, en tout cas. Oui, non, Brian Pillman, incroyable. Et puis... au final, son décès, je vais dire une connerie parce que je sais pas comment l'amener parce que j'ai la flemme de chercher autrement, mais son décès lui a donné sa légende aussi. Peut-être que si ça se trouve, s'il avait continué sa carrière, toi un peu comme le British Bulldog au final qui a continué malheureusement en 99-2000 et compagnie, où tu fais le Bulldog, si ça se trouve, s'il était mort en 97, on aurait peut-être pas le même discours parce qu'il a jamais révolutionné le catch, le Bulldog, mais on aurait peut-être un discours plus nuancé qu'on pourrait avoir. Il a quand même vachement aidé pour le marché anglais, quand même, le British Bulldog. Oui, vachement aidé pour le marché anglais, ça c'est quand même pas. À ce niveau-là, oui, d'accord. Ça c'est quand même pas. Je parle juste dans l'histoire. Et puis l'équipe, les British Bulldogs aussi, pour moi, c'est révolutionnaire. Oui, bon, il m'emmerde. C'est pas ce que je dis. Mais si. Je te dis juste qu'à vrai, le British Bulldog dans l'histoire, je dis pas qu'il est inutile, loin de là. Mais il est pas non plus dans le top 20, quoi. Il va se calmer, coach Corby, cela, sans déconner. Bon, il commence à me faire chier. Non, mais il est pas dans le top 20. Mais t'es un bourrin. Daniel Riolo, maintenant, on aura eu tout le monde à la fabuleuses histoires du catch américain. Brian Pillman, ça c'est fait. Alors, j'ai un petit point, j'ai 3 points d'interrogation que je vais mettre dans le même panier. Mais vas-y. 3 points d'interrogation, on va en parler. Lex Luger, le géant. Non. Diamond Dallas Page. Oui. Alors, le géant, non. Alors, pourquoi? Le géant. Réussite de la WCW ou non? Non. Non. Non, réussite de la WWF. Toi, tu penses au géant qui fume? Non, je pense au géant à son arrivée, le combat de Monster Truck, le géant qui fume, j'ai oublié, le fait que ce soit le fils d'André le géant, le fait qu'il arrive dans le Dungeon of Doom, et le fait qu'il a jamais vraiment non plus été protégé, quoi. Au final, et c'est pas une réussite de WWF non plus, parce qu'il est pas plus protégé à WWF, vu qu'il job en 3 semaines contre Steve Austin, il me semble. Donc toi, tu me dis que ni à la WCW, ni à la WWF, le géant n'est une réussite? Non. Enfin, Big Show, géant, c'est le Big Show pour les plus jeunes. Oui. Non. Non, c'est un gâchis incroyable. Je trouve alors, un gâchis. Nous, on aime bien incroyable. sa période de CW, par exemple, où il se servait enfin de sa force, putain. Non, mais c'est-à-dire que c'est invraisemblable de pas s'être mieux servi d'un mec comme ça, quoi. Que ce soit pour les 2 promotions, tu veux dire. Parce que c'est le seul. C'est très clairement le seul mec ever avec un gabarit pareil à pouvoir se mouvoir comme ça dans à ce stade-là, oui. Dire un gabarit pareil, on n'a pas des masses. Hein. Non, parce qu'il y avait peut-être André dans les années 70, il paraît, mais moi j'ai rien vu. Moi, ce que j'ai vu au Japon, c'est comme fou. Hein, voilà, moi j'ai pas spécialement vu. Mais, putain, le géant, il faisait des dropkicks à la 3ème corde, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain, pour déconner en plus. Imaginez le Big Show faire un dropkick de la 3ème corde. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, il a 40 berges passées. Quand il veut bumper, il bump, hein, le Big Show. C'est pas le dernier des cons, hein, pour le bumpage, hein, bumping, machin. Pour les bumps. Ouais, voilà. Non, il bump hyper bien, le Big Show. C'est un gros tas de merde, on aurait pu le voir, c'est pas la question. Et il était assez agile, il se prend un perfect plex de perfect. Il est super agile, le Big Show. C'est invraisemblable de pas s'être mieux servi d'un mec comme ça. Et pour moi, non, c'est pas une réussite, parce qu'il aurait dû plus truster, je pense, à WCW et chez WWF, quand il arrive. Encore une fois, ça c'est McMahon. Tiens, tu vas voir, je vais te montrer, t'as pas été créé par moi. Tiens, Austin, hop là, tu job en 3 semaines. Incroyable. Mais un mec comme ça aurait dû beaucoup plus truster les main events. Après, hygiène de vie déplorable, il paraît. Ah oui? Après, ouais, oui. Bah, la clope, notamment, c'était vrai en plus, la clope. Gros tas de merde. Bon, ouais. Diamond Dallas Page. Oui. Incroyable. Alors moi, je voulais mettre Booker T aussi, mais finalement, je vais plutôt mettre DDP qui... alors au final, je pense qu'on en a parlé récemment, je me demande si c'est pas un des catcheurs les plus sous-estimés DDP de l'histoire de catch contemporain aux États-Unis, parce que quand même, quand il était heel, tout le monde avait envie de le tuer. Quand il était face, c'était quand il avait sa période champion du peuple, bandage des côtes, etc. Et des super matchs contre plein de gens, hein, finalement. Ah bon, oui, alors ça a été longtemps un de mes catcheurs détestés. Mais en le revoyant plus récemment, tu t'aperçois que en fait le mec était pas si
affreux que ça, quoi. Et bien au contraire, c'était un excellent worker, travaille très très bien les foules, et surtout un mec super over, un des rares pur WCW, un des rares purs produits, voilà, c'est un pur produit WCW, voilà. Non, pas de souci. Qui soit vraiment mais super over. Et puis unique, DDP. Il y a pas il est unique, il a son truc à lui, quoi. Oui. Il était unique, c'est ça moi que je voulais. Sa femme elle était unique aussi. Sa femme était unique aussi. Et Diamond Dallas Page, qu'on est content de voir où il est aujourd'hui. C'est un de ces catcheurs qui a très bien réussi sa carrière après le catch. Il a réussi, on réussit à oublier ce qui s'est passé après la WWE. Tant bien que mal, mais DDP, des matchs excellents contre Bret Hart, contre Goldberg, contre Sting. Des matchs, la Jersey Triad. La triade, c'était super la triade. Avec Canyon et Bam Bam. Avec Canyon et Bam Bam. So work rate quand même, Canyon, Bam Bam, DDP quoi. Alors, tiens, en parlant de ça, petit aparté, n'hésitez pas une demi-seconde les gars à regarder Bash at the Beach 99. Ah, je t'aime. C'est notre pay-per-view préféré. Il est immonde, sauf ça. Sauf le match que je te laisse annoncer. Donc, c'est la triade, c'est Bam Bam Bigelow, Canyon et DDP contre Chris Benoit et Saturn. C'est ça. Voilà. 3 contre 2. Un 3 contre 2. Un match handicap fou. Il va falloir que je ferme mes volets bientôt parce que les gens nous voient de l'extérieur et j'aime pas ça, ils nous regardent, ils nous envient. Oui. Et moi, j'aime bien qu'on nous envie, mais j'aime pas qu'on me regarde. Voilà. Donc regardez, parce que tout le reste du show est tellement incroyable. C'est le pire pay-per-view ever. Alors, vous voyez, on parlait du Rumble 2006 tout à l'heure. Hein. Alors le pire, December to Dismember ou Bash at the Beach? Non. Alors December to Dismember, c'est une catégorie à part. Ouais. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est plus avec genre le show Heroes of Wrestling. Ah ouais, avec Robert les trucs comme ça. Ça, c'est invraisemblable parce que ça a ni queue ni tête. C'est booké, il y a rien en fait dans December to Dismember, il y a rien. Bash at the Beach, ça a été booké avec le cul aussi. Mais c'est alors Raven avait dit ce truc très intéressant, à savoir que le catch quand c'est bien fait, il y a rien de meilleur. Mais par contre le catch, il y a deux sortes de catch mal fait. Il y a le catch mal fait, quand c'est vraiment très mal fait, c'est juste mauvais et il n'y a rien de pire. Mais il y a du mauvais catch qui est hyper fun. Et franchement, une bonne moitié de Bash at the Beach 99, c'est du catch raté mais hyper fun. Notamment ce Rick Steiner Van Hammer. Oh là là. Le match de Junkyard Brawl là. Ah oui, alors ça par contre, ça c'est dans aucune catégorie, ça c'est dans la catégorie qu'est-ce qui se passe. C'est comment on a pu avoir une idée pareille. Un nombre de blessés incroyable. Il y en a un qui a failli perdre sa jambe ou je sais pas quoi avec des infections. C'est un match qui se passe dans une décharge, les gars. De voiture. De voiture, dans une casse automobile, pardon. C'est ça. Et ils bumpent sur la tôle et il y en a qui se sont ouverts la jambe, qui ont eu des infections. Non mais Bash at the Beach 99, regardez-le. Aussi pour le vent que se prend Rey Mysterio à un moment donné. Alors lui, dans la famille, les gens s'en battent les couilles de ce que je raconte, mais alors Mysterio... c'est vrai qu'il prend le micro avant son match et personne ne réagit à ce qu'il dit, c'est incroyable. Il fait oulihou et il y a... Voilà, tout le monde s'en branle. C'est chaud. Alors Marc, toi tu l'as commenté ce show Bash at the Beach 99. Ah oui, je me rappelle très bien que le tourneur appelait les rednecks les coups rouges et je comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire à l'époque. Mais en effet, alors... Moi, je suis pas d'accord. J'adore ce show parce qu'il n'y avait pas le glacier. Donc, pour moi, tout show où il n'y a pas le glacier... Il n'est pas dans la décharge? Oh, tu me mets le doute. Bon, bref, on ne le voit pas de toute façon. Non, on le voit pas, donc c'est un bon show. Hein. Mais non, regardez-le. Hein. Et puis, n'oubliez surtout pas de faire un arrêt sur image au moment de la corne de brume, juste avant le match de la casse, avec un plan sur l'arbitre qui fait très peur. Ah oui. Alors, vous verrez, alors puis, et moi, je vais pendant que Rabi ferme les volets, je voulais parler juste parce qu'on adore ce show et on devait parler des réussites là. On en profite parce qu'il y a la triade contre Benoît et Saturne, qui est un match incroyable par contre, c'est du 4,5, hein, c'est génial. Bon, Benoît et Saturne quoi. 4. Benoît, Saturne, Canyon, Bam Bam, DDP, Rabi met 4, moi je mets 4,5. Et le main event, écoutez-moi bien, si vous ne connaissez pas le main event, alors c'est un tag match, Nash et Sting contre Savage, le grand Savage et Sid. Et le truc, c'est que c'est Nash le champion de la WCW. Oui. Et donc, c'est Nash et Sting contre Sid et Savage. Mais par contre, celui qui va piner Nash deviendra champion. Et ça peut être Sting, son partenaire. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Sting, s'il veut, dans le match, il peut piner son partenaire pour devenir champion. Donc, en fait, c'est un four-way, mais en tag, on ne sait pas trop pourquoi. Ça fait aucun sens. C'est que ça n'existe pas. C'est qu'en fait, c'est que très clairement, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout.
Si tu veux, c'est un peu comme Vince Russo qui a réussi à nous faire un count-out dans un triple threat une fois. Bashad David 99, Lex Luger, rapidement. Oui, alors oui. Grosse réussite. Oui. Produit NWA, WCW pur. Rien que pour. Alors, ce qui pour moi veut dire la réussite de Luger, c'est le buzz qu'il a créé quand il a rejoint la WWF en 93. Parce que c'était pas rien quand même. Quand Luger il est arrivé, c'était pas rien. C'était. Et c'est lui, mine de rien, qui aide aussi Nitro à décoller. Ouais. Sans son arrivée surprise, je pense, au premier Nitro, c'est peut-être pas la même. Je dis pas que ça change drastiquement l'histoire. Mais par contre, c'est juste que ça met la petite baffe où tu fais attends, il se passe ça dès la première. Attends, le mec il était hier à SummerSlam et là il arrive à Nitro, c'est quoi l'histoire là? Lex Luger, moi il y a un truc, c'est là l'importance des fans old school et des puristes qui viennent de la NWA et qui aimaient leur petite tradition, c'est que c'est incroyable. Luger de la WWE à la WCW et inversement, c'est le même catcheur, hein, il fait les mêmes prises, c'est-à-dire qu'il en a 3. Il est raide, c'est toujours pareil. Par contre, c'est incroyable qu'il ait autant foiré à la WWF et qu'il ait autant cartonné toute sa putain de carrière à la NWA/WCW, c'est quand même fou quoi. Parce que McMahon a toujours essayé de faire des produits qui venaient d'ailleurs, ses propres produits, à savoir, je comprends pas qu'il s'est dit tiens je vais refaire des Hogan quoi. À un moment donné, Hogan il y en a un et il n'y en aura jamais qu'un. C'est tout. Faut pas chercher, c'est comme toutes ces conneries de nouveau Shawn Michaels. Il y aura un Shawn Michaels, comme il y aura un Daniel Bryan, comme il y aura un Glacier. Il y en aura. Non mais c'est vrai, à un moment donné, putain, c'est pas des catcheurs. Sauf que, à force de vouloir faire des nouveaux, ça donne des catcheurs interchangeables. Alors qu'à la WCW, c'est des Luger, catcheurs c'était Luger. interchangeables. Et Luger, c'est pas un catcheur. Personne n'est aussi raide que Lex Luger. Personne n'est aussi limité mais charismatique que Lex Luger. Voilà, et qui arrive à faire des bons matchs. Putain, Luger en 89-90, Steamboat. c'est Workrate. Workrate, Luger. Sous-estimé. Sous-estimé Luger. Début de carrière sous-estimé. Un de mes matchs préférés, alors je sais plus où c'est, putain. C'est un Clash of the Champions. C'est Luger et Windham contre les Brainbusters. Ouais. Et c'est hyper bien. Mais j'en doute pas. La foule est tarée et Windham et Luger, quel bon duo de face quoi. Luger, excellent heel. Luger, excellent face. Dans le ring, il y a son début de carrière qui est génial. Après, il n'y a rien à voir. Mais Luger, la WCW a toujours été intelligent. C'est un physique. Et c'est tout. Et ça marche très bien quand même quoi. Quand il gagne le titre contre Hogan, Nitro. Oh là là, ça sert à rien finalement. Mais sur le coup. C'était pour le 100e. C'était juste pour la 100e de Nitro. Ils se sont dit, tiens, on va faire un petit truc sympa pour les fans. Les fans, ils sont mais en transe. Ils sont en transe complète. Hein. C'est génial. Et j'aime pas Luger, hein, mais au final, j'aime pas. Je pense que je suis attendri maintenant quand on voit dans lequel il est. Voilà, et il est humble. Et, tu vois, il y a des gens qui disent. Il a intérêt à être humble parce que, quand même, Elisabeth, bon. Oui, bon, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, allez. Non, mais il est humble parce qu'il y a des gens qui se trouvaient Dieu, machin, il est trouvé Dieu, c'est chiant. Mais au moins, Luger, c'en est un homme meilleur et j'aime bien l'entendre parler. Enfin, il y a plus d'une chose à dire. Luger, merde, c'est Lex Luger. Faut être un peu sérieux. Ça, c'est fait, Lex Luger. Alors, j'ai essayé de regrouper deux choses parce que je voulais pas mettre moi. Alors, c'est mon. Je voulais pas mettre la NWO toute seule. Tu vas mettre avec quoi? Parce que quand même la NWO ça a duré longtemps et il y a quand même que la première moitié qui cartonne quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah mais oui, non mais il faut parler que jusqu'à la première année et demie. Donc je vais faire un pack de 3 choses. Fais-nous un pack. Je vais faire un pack de 3 sujets que j'avais marqués. Hollywood Hogan versus Sting / NWO / Nitro. Et les audiences qui cartonnent. Parce que c'est quand même la plus grosse réussite de la WCW, c'est d'avoir battu la WWE. Je sais plus qui le dit dans. Qui l'a battu pendant 2 ans pratiquement, ou un peu plus, je sais plus combien de semaines c'est, 80 et quelques. 1 an et demi. Et on le doit au Vanilla Midget, ça on va y revenir plus tard, et à la division Cruiserweight. Mais quand même, le heel turn d'Hogan, pas l'arrivée d'Hogan, c'est leur a donné de l'exposition, mais c'était pas fameux. Le heel turn d'Hogan, la rivalité avec Sting et la NWO, qui a mené en partie à la montée des audiences. Alors il y a tellement de choses à dire là-dessus quoi, la NWO. Et Sting. Il faudrait presque faire une émission complète dessus, parce que là je sais pas combien de temps on en est. Mais on va arriver à 2 heures dans quelques. Il est on en est presque 1h30, on va finir à 1h45 je pense. Voilà, parce que en plus moi il faut que je me barre. Vous me faites chier là, on doit vous faire on doit vous donner du bonheur là. Non oui, la NWO c'est ça, c'est ce qui a révolutionné le catch dans les années 90. Tout le catch, absolument tout le catch. DX, c'est une réponse à la NWO? Oui. Complètement. Mais c'est les copains, putain, c'est la clique. C'est les copains, ils font, bon, on va faire pareil, mais version potage, quoi.
La DX, c'est une version potache de la NWO. C'était très sérieux, hein. C'était pas potache. Le heel turn d'Hogan, quand même, quel moment, quoi. Le fan barbu là avec son t-shirt ou sa pancarte CW, mais lui il est aux anges quoi. Il est au premier rang d'ailleurs, je crois qu'il y a... C'est Dimitri ou Vladimir, c'est un des deux. Non, c'est pas lui. C'est un mec qu'on connaît pas, c'est un gros barbu. Et lui, mais il est trop content, il est trop smart, il est trop content. Et je crois qu'il y a un vigile qui fait calme. Mais ce moment quoi. Dommage que Bobby Heenan le spoil quand il arrive et qu'il fait oui mais de quel côté il est Hogan, mais ta gueule ta gueule sa promo juste après pour une première promo de heel depuis 15 ans tu sens qu'Hogan quand même il était grandiose. Le mec il a tout compris, même s'il se chiait dessus, un esprit incroyable, il se chiait dessus de le faire parce que quand même c'est le plus gros face ever au final il savait qu'il marchait plus, il était obligé de faire ça, et puis Hall et Nash, ils étaient hot, quand même, vu que leur arrivée aussi à eux deux, c'est pas un coup de génie de dire sans dire implicitement « Ah tiens, c'est la WWF qui nous envahit ». Ah tiens, peut-être qu'en fait, non, ils sont pas chez nous, hein. Ils disent jamais WWF, ils citent jamais Diesel, jamais Razor Ramon. Ils citent rien, c'est du génie, c'est peut-être le meilleur booking des 20 dernières années. L'arrivée de la NWO, c'est le meilleur booking nord-américain, en tout cas. Voilà. Et puis, je pas des brels après, hein. Ted DiBiase, X-Pac, le géant... Tout se tient, mais tout se tient, jusqu'à... Après Bagwell et Norton, c'était plus la peine, je pense. Mais même à partir du géant, je suis pas convaincu. Ils ont dû rester assis, tu veux dire, avec DiBiase, géant, X-Pac? Ouais. Le géant, à partir du géant, tu fais, mais pourquoi faire le géant? Bah, c'était pas mal, je pense. Un élément WCW. Ouais, mais à la base, c'était New York, tu vois, où ils auraient dû attendre plus. Tu vois, parce que le géant, il arrive combien? Il arrive 2 mois après avoir perdu. Donc, juste le Wolfpack, Hogan et DiBiase, toi, c'était bon pour toi? Même DiBiase, il n'y a pas besoin. Bon, ils ont besoin d'un manager quand même, je sais pas, moi je trouve que c'était un peu DiBiase, quoi. Non. Il est WWE, Oui, mais non. Moi, au final, non. DiBiase, j'ai jamais acheté dans la NWO. Non. Tu t'en serais tenu à Hogan et le Wolfpack. Le Wolfpack, c'est 6, Hall et Nash. Ouais. J'aurais peut-être mis... Ah, je sais pas, moi, le géant me gêne pas, tu vois, si tu veux. J'aimais bien, malgré tout, quelque part, à l'époque, j'aimais bien Bagwell et Norton. Oui, non, mais moi aussi, mais avec du recul, tu te dis, c'est juste qu'à un moment donné, la NWO... Pardon, Randy Savage. Savage, d'accord. Savage, d'accord, mais putain, la NWO, c'était la foire à saucisses, quoi. Ouais. C'est... Tiens, tu veux rentrer? Bon, bah, ok. C'était ridicule. Bischoff, à un moment donné, par contre, que Bischoff, ce soit la tête pensante de la NWO, c'était génial. Ouais. Mais, quand tu te dis que grâce à... C'est quand même quelque chose qui a révolutionné le catch américain et qui a rendu le catch américain cool à une époque où c'était has-been d'aimer le catch. C'est ce qu'on disait la dernière fois quand on a préparé l'émission, en effet. Ils ont re-rendu le catch cool, parce qu'à l'époque, à la WWF, il y avait du talent, mais c'était quand même... Tous les kids américains avaient un t-shirt NWO au collège, au lycée, parce que c'était cool, parce que t'étais NWO, quoi. En plus, ils ont eu des couilles dans le booking, parce qu'on voyait que la NWO, ils venaient faire chier tout le monde, ils butaient tout le monde, personne s'en lassait jamais, quoi. C'est comme ça que tu bookes des heels, sauf qu'en fait, ils les ont bookés pareil pendant 1 an et demi. Et que ça tient plus. Quel grand heel Hogan dans la NWO, quel grand heel. Il était incroyable. Unique. Ils étaient tous uniques. C'est ouais, on va dire jusqu'à jusqu'à Starrcade 98, je pense. Ça tient la route. Après, ça barre en couille avec le Wolfpack. Et ça a failli partir en couille bien avant avec le main event horrible, parce que Hogan et la NWO et Bischoff ont redonné vie à Sting, qui était le même Sting depuis plus de 10 ans, enfin c'était toujours la même chose. Ouais. Les gens s'en lassaient pas pour autant, il était super over, mais ils ont fait développer Sting en The Crow, et là c'est un renouveau de carrière, un peu l'image d'Hogan, incroyable Sting, qui a marqué les esprits, on le connaît pratiquement plus que comme ça maintenant d'ailleurs, Sting. C'est le Sting The Crow qui était le sauveur de WCW, ça a pris plus d'1 an avant qu'il rencontre Hogan. Booking extraordinaire de Sting. Mais pareil, si tu veux, c'est... le booking de l'arrivée de la NWO et de réussir à tourner Sting en Crow, idée de Scott Hall d'ailleurs. Ouais. Et idée de Scott Hall? Ouais. Ah ouais. Putain. Et d'arriver je savais pas. À Starrcade 97, ce qui a tué, je pense que ce qui a commencé à être le premier clou dans le cercueil de la WCW, c'est le main event
De Starrcade. De Starrcade 97. Ouais. Ça, par contre, c'est évident que de foirer autant le match le plus anticipé, peut-être de l'histoire du catch américain à l'époque, plus que André Hogan, je pense. C'était. Je pense que c'est pas loin. Ah, je les mets ensemble, je les mets pas loin. Pas exagéré. Hogan André, c'était l'affiche. Si tu veux, c'est que Hogan Sting, ils ont réussi à donner l'envie à des. C'est pas pareil. Hein. Hogan Tu veux dire que Hogan André c'était du tout cuit? C'est tout cuit. Ils ont tourné André Hill, c'était hyper cool. Hein. Mais ça, c'est sur combien? C'est sur 3 mois Hogan André, c'est rapide. Voilà. Ouais. Hogan Sting, c'est sur pas loin d'1 an. Sting, il catch pas pendant 1 an. Oui, il vient mettre des Scorpion Death Drop et des coups de batte. Ouais. Il arrive, il nique tout le monde et les gens ils sont. Le mec il sort sa batte et les gens ils sont. C'est incroyable. Il y a des shows, il y avait juste un plan sur lui dans les rafters, là, dans les gradins, il faisait rien quoi. Il était avec son vautour là. Et puis est-ce qu'il était NWO ou pas au début? C'était ça l'idée? On savait. Non mais un booking incroyable. Incroyable. Et ils ont eu les couilles de le tenir. Rendez-vous compte les gars. Aujourd'hui, tenir 9 mois pour un match. Ils ont essayé de faire ça avec John Cena The Rock, mais bon... Tout le monde s'en fout. 0, quoi. Bon, mais au final, ça aura rapporté du pognon, c'était pas mal, en plus. Mais au final, ça a marché. Hein. Mais au niveau de l'intensité et de l'envie de voir le match, c'est le meilleur booking nord-américain des 20 dernières années, très clairement. Cena Punk? Non. Ça touche pas... ça Bret Michaels? Non, c'est pareil, non, ça chatouille pas. Non. Ça chatouille? Ah ouais, non. Parce que ils auraient tellement pu le faire avant. Ils ont réussi à tenir ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ce qu'ils ont pas réussi, pardon. Voilà. Après, ils ont senti que WWF commençait à revenir. Et donc, ça a été la guerre des ratings au lieu de faire la guerre de qui tiendra en dernier. Tu vois, ils se sont perdus dedans. Non. Sting Hogan... 1 an de build-up, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ce qu'il faut d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, pas revenir à 1 an, parce qu'1 an c'est beaucoup. Mais revenir à l'anticipation, tu vois. J'ai regardé Raw, là, vite fait. Hier, il y a un segment entre Miz et AJ Styles, où AJ Styles, il bute The Miz, et je me suis dit, bon, tiens, ils ont leur match pour Fastlane. Ouais. Bon, ben, ils le font à SmackDown. Tu vois, 2 jours après, ils font direct le match. Bah, AJ Styles, il est avec Jericho, là, quand même, en ce moment. Oui, d'accord, alors s'ils font ça à côté, d'accord, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, maintenant, c'est... T'as un segment, t'as un match. 2 jours après, il n'y a plus, on fait un segment. On fait un autre segment. On fait un angle. On fait un autre segment. C'est que la plupart du temps, hein, tout est rushé, tout arrive vite. Et qu'au final, c'est pour ça que ça marche pas. Parce que donner l'envie aux gens de voir des catcheurs se mettre sur la gueule et de gagner. C'est ça, le catch. On embrasse Thury, Ludivine et Rudy. Merci. Moi aussi, les Vanilla. Alors, la division, c'est l'autre sujet choisi en masse par les fans. Ouais. Les Cruiserweight et les Vanilla Midgets. Alors, je vais commencer. Et d'ailleurs, finir là-dessus parce que tu pourras pas enchaîner. Tellement c'est brillant ce que je vais dire. Tellement je vais répéter ce que Chris Jericho a dit. Les Vanilla Midgets, donc Jericho, Benoit, Malenko, Guerrero. Voilà. Jericho a dit, à l'époque, WCW, tu avais le Star Power de la NWO. Et tu avais le work rate des Cruiserweight. WWF n'avait pas une chance. Alors ça je t'en ai parlé quand on a préparé l'émission. Pour moi, c'est la plus grande réussite de WCW. C'est pour ça qu'ils ont battu WWE pendant si longtemps. C'est leur modèle de carte qui était génial. Avec du work rate en undercard et à Burn avec il a pillé l'étranger, que ce soit le Japon, le Mexique, le Canada, Bischoff. Il a pris Benoit, Malenko, Guerrero, Mysterio, Juventud Tudguera, La Parca qui marchait bien au Mexique, un peu plus tard il y a eu Vampiro mais c'était déjà un peu foutu, c'est une grosse star aussi. Conan, excuse-moi, Conan quand même pour l'époque, excuse-moi. Le meilleur draw du Mexique. Ouais. Psychosis qui donc à l'époque était connu pour ses batailles contre Rey Mysterio, enfin tous ces mecs là, Silver King grosse vedette, Hector Garza grosse vedette au La Mexique, Parca. etc. Je l'ai déjà dit. Hector Garza perd son âme donc tout ce roster, ce sous-roster dans le roster de la WCW a produit des matchs dont on se souvient beaucoup. Alors moi je vais le dire, les 2 matchs moi qui m'ont marqué à la WCW, c'est Pillman contre Liger à Super Bowl et c'était Guerrero contre Mysterio à Halloween Havoc, je crois. 97, ouais. Si je me trompe pas, ça c'est un match extraordinaire. Guerrero, Guerrero Mysterio par exemple. C'est le genre de catch qui n'existait pas et qui n'a jamais d'ailleurs pratiquement existé à la WWF même aujourd'hui. C'est
du high flying, pas spécialement juste uniquement lucha libre, mais du catch de poids moyen. Ouais, ils ont créé un genre. Ils l'ont amené. Ils l'ont exposé. Ils l'ont exposé, voilà. Ils l'ont pas créé, ils l'ont amené, ils l'ont popularisé. Et ça a marché, parce que ça a changé. C'est-à-dire, à un moment donné, putain, quand t'as Rey Mysterio contre Kidman, mais t'es content. Rey Mysterio contre Ruby, t'es content. Billy Kidman. Ouais, et t'as Jericho Benoit, mais putain, t'es content. T'as Benoît Guerrero. Benoît Guerrero à Nitro, opener d'un Nitro en 95, je sais plus lequel, extraordinaire. Qu'est-ce que t'es content, quoi, quand tu vois ça, quoi. Avec en face, t'as Duke Drosy contre Dunk, mais forcément, quoi. Alors, en fait, t'as vite fait le choix. Et en effet, les gens, ils étaient à Burn pendant l'undercard, parce que même si ces mecs-là avaient aucune storyline, ou très peu, tu savais très bien que même si tu voyais Alex Wright contre Jericho. Alex Wright, j'oubliais, putain, Alex Wright, Jericho. Très sous-estimé, Alex Wright. T'allais avoir un bon match, t'allais avoir après Rey Mysterio, t'allais avoir un bon match, t'avais Benoît, t'avais un bon match, et puis t'avais un petit match avec 6, où t'avais un bon match aussi, mais t'avais du Star Power, et puis tu montais, ça commençait à être de moins en moins bon en Warcraft, t'avais Hogan Piper, t'avais Piper, t'avais Hogan, t'avais Flair, t'avais ce que tu veux, mais par contre, le Star Power augmentait au fur et à mesure de la carte, et les gens en fait, ils étaient à Burn tout au long de la carte. Mais pas pour les mêmes raisons. Warcraft, Star Power, ils avaient tous sur la même carte. Là où WWF n'avait que les main events qui étaient formidables et une undercard où tu dors, quoi. T'as Tanka, quoi. Jake Roberts. Voilà, putain, quelle horreur, quoi. Matt Johnson. Voilà, mais voilà, du caca, quoi. Ouais. Vous avez du bon gros caca. Pour moi, c'est leur plus grosse réussite, c'est ce modèle de carte grâce au Cruiserweight et au Star Power qu'ils ont pris de WWE ou pas. C'était TNA a essayé de faire la même chose au début, ça marchait pas mal pour eux d'ailleurs. L'X-Division. C'est ce que tout le monde redemande aujourd'hui. Et c'est parce que la TNA, tu demandes qu'est-ce que c'est que la TNA, ce qui a le mieux marché, c'est la X-Division. Et c'est Jay Styles vient de la X-Division. Ouais. Autant que Benoît qui a eu la meilleure carrière, je pense, avec Guerrero et Jericho, c'est les trois, ils ont une carrière incroyable. De tous ces gens-là, Mysterio, en fait, ils ont tous une super carrière à l'issue de. Ils n'ont peut-être pas Juvie, tout ça, mais il y a quand même 4 mecs, il y a Benoît, Jericho, Guerrero, Mysterio, c'est les 4 mecs de cette undercard magique de la WCW qui sont devenus des vedettes mondiales, qui ont été champions de la WWE. Ils ont tous été champions du monde à WrestleMania à un moment donné, c'est pas rien. Et je veux donner beaucoup de crédit à Dean Malenko aussi, on n'en parle pas beaucoup parce que c'était le moins charismatique de tous ces gens-là. Mais Dean Malenko, une machine, meilleur catcheur pour PWI, je crois, en 97, numéro 1, ouais, extraordinaire, un travail in-ring d'une fluidité incroyable, Dean Malenko et tout ce qu'il faisait. Tous les catcheurs qu'il affrontait, c'était génial. Dean Malenko, catcheur préféré de Sturie, qu'on salue d'ailleurs. Dean Malenko, je voulais lui donner de l'amour. On a fini sur la WCW. Mais tu sais d'ailleurs que, et je finirai là-dessus, que c'est autant une de leurs plus grandes réussites, pour toi la plus grande, voilà, mais en tout cas top 3 en effet de leurs plus grandes, mais c'est ce qui les a tués aussi. Qu'au final, ces mecs-là qui ont été leur colonne vertébrale pendant si longtemps, en ont eu plein les couilles de ne pas être exposés, et justement... NWO ont dit que c'était la première année et demie qui était cool, mais il faut pas oublier que ça a duré 2 ans de plus et que ces mecs-là on sont restés toujours au même point, à savoir l'undercard, alors que ces mecs-là qui ont justement explosé après à la WWE, putain, si ils avaient été bookés comme il fallait, on n'en serait pas, je pense aujourd'hui, à avoir un topic sur les réussites de la WCW, mais ça se trouve on dirait quelles ont été les réussites de la WWE, tu vois. Et tu vois, ce qui est triste, c'est qu'ils ont essayé avec Benoît quand il partait avec Sid. Bah ouais, mais oui, mais c'est incroyable. Ils l'ont insulté à Benoît, ils l'ont fait ah tu veux partir, attends tu vas gagner. c'est une insulte mais totale. Va te faire enculer, mais ok je gagne, mais ta ceinture tu te le torches avec. Benoît qui est le meilleur catcheur in-ring de l'histoire de WCW. Et juste pour finir, attends, on a regardé un Nitro horrible là il y a 2 jours. Août ou juillet 99, je sais plus. Août 99 là. Et le moment de gloire de ce Nitro, putain, c'est quand Benoît arrive contre Disco Inferno. Et pourtant, c'est pas une affiche de rêve. Mais rien que de voir Benoît catcher, tu fais oh, attends, Dieu merci quoi. C'était génial. Enfin, c'est vrai quoi. Enfin quelque chose. On a eu un orgasme quoi. Oh là là. Et Benoît n'avait aucun équivalent à l'époque. Marc, avant de finir la WCW, rapidement les fans, les matchs qu'ils ont retenus de la WCW, s'il te plaît. Alors, Kevin Barr qui nous dit Hollywood Hogan contre Sting, Starrcade 97. Et il dit aussi Goldberg, Hollywood Hogan à Nitro. Ça revient beaucoup. Avec la prise de titre de Goldberg. Manu Tessier, Hogan Goldberg pour le titre WCW. Rey Mysterio, Eddie Guerrero. Frédéric Daror. Qui nous partage les débuts de Bam Bam. Voilà, on le salue Fred d'ailleurs, mon chéri. Sting Flair, le tout dernier match de Nitro, Fabrice Coutard, Lucas Charpio, Sting Flair, le dernier match aussi.
c'était de la merde. Hein. Ouais, Stephen Hogan, Goldberg Sting pour le titre poids lourd, un match entre bon et Billy Kidman que j'ai récemment regardé sur YouTube qui a rempli d'action. Nelson Pereira, Mysterio, Guerrero, Halloween avec George Coquel, le Giorgio, Bret Hart, Benoît, Mayhem 99, Sébastien Pinel, DDP Sting à Nitro en avril 99 qui est assez exceptionnel. Ludovic Rivière, Hogan, Goldberg à Nitro. Philippe Marcignac qui va nous balancer un gros truc un peu trop long, mais au final il nous dit que c'est des bonnes mémoires. La lutte bons souvenirs. Merci, non, des bonnes mémoires, c'est comme ça qu'on dit. Il parle des gaijins aussi et des lutteurs mexicains. Ça, on n'a pas évoqué le raid si on l'a évoqué. Et les clans trop cool. Raven, on aurait pu parler de Raven. On aurait pu parler de Raven. Moi j'aurais voulu parler de Landstorm, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, mais en effet, les gaijins et le Mexique, enfin ils ont exposé le catch mexicain aux États-Unis. C'est les premiers à l'avoir fait de la WCW avec un petit peu la ECW avant de Psychosis et Rey Mysterio. Bon, bref. Romain Alatar qui nous parle qui se rappelle très bien d'un Blitzkrieg contre Rey Mysterio Jr. Et aussi il nous dit que il y a eu du japonais, du mexicain, de l'européen, Blitzkrieg, Lachreroux, Alex Skipper, Geraldine. C'est vrai qu'à la fin de la WCW, il y avait les Young Dragons aussi, et 3 Count, c'était vraiment cool. Alex Skipper, j'adore ce catcheur. Oui, mais on peut pas parler de réussite de WCW en 2000, c'est impossible. Freddy Josso qui se rappelle d'Eric Flair et Steamboat, la course poursuite entre les Four Horsemen et Dusty Rhodes, Jushin Liger, Brian Pillman. Il y a aussi les matchs entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. J'ai plus de batterie sur ma manette PS4 parce que je fais défiler sur mon écran télé. Donc je suis obligé de brancher, chers amis, et de revenir ici. Voyez ce que vous me faites faire. Donc voilà. Alors il faut que tu reviennes à ta place par contre, Marco. Oui, par contre, le fil est bien trop court. Alors, je vais faire défiler si tu veux. Tiens, vas-y, c'est le stick droit. C'est le stick droit, d'accord, merci. Vers le bas. Je ne connais pas les jeux vidéo. Il y a aussi les matchs entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Oh là là, il nous a fait du caca. Regarde, ça y est. Pourquoi tu bouges pas en même temps? Non, tu fais juste bas. Oh là, il nous fait de la merde. C'est bon. Oui. Mais c'est Mysterio Guerrero, Midcard, Milenko Benoît, voilà. Monsieur Catch qui nous dit Bret Hart, Chris Benoit dans le match en hommage à Owen. Jérémy Fredier qui nous dit Sting Hogan à Starrcade 97 ou Goldberg Sting à Halloween Havoc 99, quelle intensité. Alex Broussard, Goldberg Kevin Nash pour le titre WCW, lequel. Christophe Joblin, je dirais aussi le Bret Benoit en hommage à Owen, mais je rajouterai aussi Flair Steamboat à Clash of the Champions 89. Jérémy Wick qui nous dit qu'il a apprécié les matchs par équipe de poids moyen, notamment les 3 Counts et les Young Dragons. Et Philippe Marcignac qui rebondit sur ce que dit Jérémy, il aimait aussi ses matchs, mais aussi Chronique qui squashait tous les cruiserweight. Un ou deux matchs, Rabi? Un ou deux matchs, je garderai aussi le Eddie Guerrero, Mysterio de Halloween avec 97, je garderai ce super tag entre Raven et Saturn contre Benoît et Malenko à Spring Stampede 98. Oui. 19. Et 19, je sais jamais si c'est le 18 ou 19, bref. Mais vous démerdez, vous cherchez. Et un dernier pour la déconne. Je dirais un Jericho Malenko. Mais, Benoît Guerrero, Nitro? Ah oui, putain, je l'avais oublié celui-là. Oui. Benoît Guerrero de Nitro en 95. Ouais. La question qui tue? Ah putain, ça race. Rabi Mentor. Oui, c'est moi. Je veux un seul nom qui n'est pas Vince McMahon, d'accord? Oui. Rabi Mentor. La WCW, on a vu plein de points positifs, c'était super. Mais qui a tué WCW? Qui a tué WCW? Eh bien, tu sais que c'est les excuses que donne Bischoff, mais je pense vraiment que c'est les exécutifs de Turner. L'exécutif de Turner? Ouais. Tu peux développer rapidement s'il te plaît? A priori, quand WWF s'est mis à faire de la trash TV, donc en gros du cul, à ce moment-là, Bischoff s'est retrouvé avec en gros ce qu'on appelle les Standards and Practices, à savoir comment dire, de la censure. En gros, la censure de chez Turner qui dit... Il pouvait pas s'adapter s'il avait envie. Il pouvait pas essayer on peut pas dire ass, genre la promo de... Scott? La fameuse promo... Non, de Eddie Guerrero. Quand il dit à Bischoff, tu peux me virer, et il se balance le café lui-même sur lui, et qu'il dit, et tu peux te le chauver dans ton you know what. Et ça, non, c'est chaver la pure ass. Mais il n'avait pas le droit de dire ass, ils n'avaient pas le droit à la violence, ils n'avaient pas le droit au fion, ils n'avaient pas le droit à ci, à ça, à l'autre.
Et au final, le fait aussi que la fusion AOL-Turner, et AOL, ils se sont retrouvés avec ça, ils ont fait Dubstep, non, on veut plus de catch. Alors, c'était déjà mal barré, mais ce qui a vraiment tué WCW, c'est ça, parce que je pense que sinon, ça aurait été un programme qui aurait pu continuer à vivre, peut-être avec des audiences péraves, peut-être que ce serait mort 5 ans après, j'en sais rien. Mais je pense que ouais, c'est la politique de quand Turner s'est mis à vendre qui a défoncé WCW. La fabuleuse histoire du catch américain, c'est fini. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose, mon ami. Vince Russo a payé. Kevin Nash n'a pas aidé. Voilà, on a mis tous les deux notre petit grain de sel. Et on vous retrouve évidemment dans 15 jours pour parler de Bret Hart, sa carrière, sa legacy et tout ce qu'il y a autour. Rabbi Mentor, merci beaucoup. C'est moi, ça me fait plaisir. Papy n'était pas là ce soir. Et non, il ne regardait pas WCW, c'est trop récent pour lui. Donc on va parler de Bret Hart. Il pourra nous parler un petit peu de quelques anecdotes. Il aura des choses à dire. Il aura des choses à dire sur le Hitman. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, la fabuleuse histoire du catch américain, sur Mixcloud, sur YouTube, commenter en masse également sur Twitter, @NorbertFeuillant, #FHCA. On se retrouve dans 15 jours. Je suis Norbert Feuillant pour Rabbi Mentor. Une très très bonne 2 semaines. Adios.